bouger ça, parce qu'à la limite. C'est et qu'est-ce qu'on y fabrique au fond? Est-ce qu'on fabrique de la nourriture, de nouveaux modèles alimentaires, une autre façon de fabriquer notre alimentation, ou est-ce qu'on y fabrique aussi, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, un autre rapport au vivant? Et on s'attachera pas mal à ce bouquin que vous ne voyez pas, mais je vais vous dire le titre, vous voyez la forme, qui s'appelle Manière d'être vivant, écrit par Baptiste Morisot, philosophe, enseignant et écologue, pisteur de loups, et qui nous interroge sur la façon dont l'homme moderne doit prendre ou peut prendre une place différente au sein du vivant que ce qu'il n'a fait depuis, on va dire, 2 siècles. Donc voilà, dans ces tiers-lieux, est-ce qu'on fabrique de la nourriture? Est-ce qu'on se préoccupe de modèles économiques avant tout? Ou est-ce qu'au final, ce qu'on essaie de fabriquer, c'est un autre rapport au vivant? Pour discuter de tout ça, je vous propose de vous présenter les invités d'aujourd'hui. Non, d'abord, peut-être les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est que vous pouvez, ici ou derrière votre écran, poser des questions. Derrière votre écran, on va plutôt... Il faudra regarder combien on est au total, mais si on est nombreux, on va vous demander de privilégier le chat. Pour l'instant, on est 4, semble-t-il, me fait-on signe. Et donc là, vous lèverez la main avec le petit, soit en vrai en faisant des signes, soit avec la petite solution en Zoom, la petite main bleue qui vous permet de demander la parole pour intervenir. Puis voilà, et pour les gens qui sont là en vrai, même chose, vous levez la main, vous poserez la question. Je pense qu'on la répétera parce que vous n'avez pas de micro pour vous et que pour que tout le monde puisse en profiter, je la répéterai ici et on tâchera d'en discuter. Alors, on va diviser le temps qui nous amène jusqu'à 12h30 en 3 morceaux. D'abord, en gros, vers 10h, jusqu'à 11h, pardon, un peu plus que 11h, on va se demander c'est quoi votre tiers-lieu et en quoi est-ce que ça fait tiers-lieu. On posera la question à Noémie Hillemoine. Donc Manu, si tu peux mettre la page du PowerPoint qui présente chacun des participants. Alors oui, une petite règle, je vais essayer de dire tu à tout le monde, puisque je connais certains intervenants qui m'ont dit ah non, on ne va pas se dire vous, etc. Mais donc si je dis tu à certains, vous à d'autres, ça va être, voilà, donc je vous propose ce truc, c'est de se dire tous tu. Voilà, on va voir ce que ça donne, ce que ça produit. Donc Noémie Hillemoine, tu viens du Germois, qui est à Ambricourt, dans le Pas-de-Calais, tout à fait en haut de la région Hauts-de-France, pas loin de la mer, on peut dire. Hein, on est quand même à 1 heure de la mer. On est entre Fruges, Hesdin et Saint-Paul-sur-Ternoise. Fruges, Hesdin et Saint-Paul-sur-Ternoise, oui, en effet. Jean Carinti, qui est à l'Ermitage à Autrèche, dans l'Oise. Jean qui est avec nous depuis chez lui, depuis Zoom. Dominique S, qui est à mes côtés, des Anges Gardins Ménadel. C'est à Los Angeles, dans le bassin minier. Et puis Alix Réquillard, qui est aussi avec nous via les nouvelles technologies, depuis chez elle. Alix qui anime Chaud Bouillon, qui est un tiers-lieu sur le site de Fifkai Babcock, l'ancien site de ces usines, à Lille, dans le nord. Et là, on peut dire que Lille, c'est en gros à 1h30 de la mer, ça dépend à quelle vitesse on roule sur l'autoroute. Bonjour Alix, qu'est-ce qu'on fabrique Non, pardon, c'est quoi votre tiers-lieu? C'est quoi ton tiers-lieu et en quoi est-ce que ça fait effectivement tiers-lieu? On va commencer avec toi, Noémie. Tu es venue avec quelques images que Manu, qui n'a pas la tâche facile parce qu'il faut jongler entre beaucoup de supports. Mais en gros, vous avez le son et de temps en temps, vous pouvez regarder l'image. Voilà, on est ici au Germois, que tu peux peut-être du coup essayer de mettre en plein écran. Qu'est-ce que c'est que le Germois? En quoi est-ce que c'est un tiers-lieu, Noémie? Et voilà, je vais essayer de rapporter le micro de toi. Alors, le Germois, c'est une ancienne ferme qui était tenue par la famille Boutin, qui était des pionniers de l'agriculture biologique. Et en fait, on a repris ce bâtiment en 2005. Donc, il y a eu un gros effort de rénovation. Et puis, voilà, le Germois aujourd'hui, il accueille de plusieurs structures. Alors, il y a eu des fluctuations. Depuis 2005, forcément, il y a eu des structures qui sont venues, qui sont parties. Mais il y a toujours eu ce fond et cet ADN un peu qui était tourné vers l'agriculture biologique et vers l'alimentation.
ce qui caractérise le germoir, c'est 4 hectares en surface agricole utile, cultivée en maraîchage bio. Donc le site au global, il fait à peu près 5 hectares. On est dans un village qui fait un peu plus de 100 habitants, donc c'est vraiment la grande ruralité, hein, entre Faux, Gédin et Saint-Paul. On ne vient pas en Bricourt par hasard. Et c'est un lieu où on essaye des choses. On peut essayer un espace test agricole. Oui, exactement. C'est un espace test agricole. Ça veut dire quoi? On vient essayer si on est vraiment maraîcher ou pas? Oui, c'est ça. En fait, c'est le premier espace test agricole de France. Et en fait, pendant 2 ou 3 ans, on peut bénéficier d'une terre et puis du matériel agricole pour tester sa production, tester sa commercialisation. Et puis, il y a tout un accompagnement à côté qui permet de voir si on... pour trouver du foncier, c'est un vrai problème dans la région. Et puis d'être accompagné pour devenir maraîcher, quoi, parce que finalement, on a un BPREA et après, il faut se frotter quand même à la terre. Un brevet, BPREA. Bon, un brevet pour être agriculteur. Oui, c'est ça. C'est en tête ce que ça veut dire BPREA? Brevet professionnel. Ouais. Bon, ceux qui sont devant. Comme agricole et c'est pour se réaliser dans l'agriculture. Ceux qui sont devant leur poste et qui ont accès à un moteur de recherche pour rechercher tout seul BPREA. En gros, un endroit où on se teste sur le maraîchage écologique. Là où c'est tiers-lieu, c'est qu'il n'y a pas que cet espace-là. Il y a d'autres structures qui sont là autour. Oui, il y a d'autres structures. Donc, il y a d'autres structures comme Énergétique qui fait de l'accompagnement au projet citoyen en énergie renouvelable. Nous, à la FIP, on est accompagnateur à la création d'activités en économie sociale et solidaire. Et puis, il y a Arcade aussi qui fait de l'accompagnement aux agriculteurs qui sont en difficulté, agriculteurs, commerçants et artisans. Et puis, le projet un peu global depuis cette année, c'est une maison de l'alimentation en rural, la Marmite. Donc, comme on a une production de légumes et qu'on a aussi une cuisine professionnelle sur le site, on se dit on va vraiment mettre à disposition ce site pour redonner aux habitants finalement un lieu où ils peuvent l'utiliser, se le réapproprier pour refaire de l'alimentation ensemble. Et la particularité du rural, c'est que autant il y a le germoir qui est en Bricourt, mais finalement l'intérêt c'est aussi de rayonner avec d'autres structures et d'autres partenaires. On ne va pas faire déplacer tout le monde sur un Bricourt. Et donc, du coup, il y a un vrai travail de partenariat qui est très important dans le milieu rural. Je reviendrai dessus, mais pour le coup, le germoir, ça reste une sorte de point visible, mais il y a plein d'autres petites places et c'est ce qu'on va s'employer à travailler de toute façon, pour développer ce réseau. Et c'est en ça que tu dirais que ça fait tiers-lieu, c'est-à-dire cette rencontre, ces croisements, ces rencontres inattendues, ces façons de ne pas tout concentrer au même endroit finalement. Alors on a l'idée que tiers-lieu, tout est dans le même endroit et tout se passe là, c'est pas tout à fait ce que tu dis. Non, pour moi, ce qui fait tiers-lieu, c'est les valeurs qu'on partage déjà sur le lieu. Et puis c'est vrai que c'est finalement cette capacité à fédérer autour d'un thème d'autres structures et puis à les accompagner pour eux-mêmes devenir des lieux où l'alimentation relie les gens. Et donc, pour moi, le germoir, c'est un lieu qui relie les gens et qui leur redonne la capacité d'agir. Donc, voilà. Un dernier petit point sur ce qui fait comment se passent les décisions, les gouvernances, la gouvernance dans un tiers-lieu. A priori, on se dit qu'il n'y a pas une hiérarchie comme ailleurs. Du coup, comment vous gérez ça? Pas tous au même endroit, éclatés. Comment ça se passe ce travail de la décision collective? Autant la Marmite, c'est tout neuf, donc pour le moment, la gouvernance, elle est en train de se construire. Après, sur le germoir, on essaie d'avoir des temps de régulation, de choses comme ça. Effectivement, c'est complètement original sur la prise de décision. Et voilà, sur la Marmite, pour le moment, c'est des comités, on essaie de se retrouver régulièrement. Mais après, je ne sais pas, sur l'évolution du modèle, franchement, c'est quelque chose qu'on doit réfléchir là dans les mois qui viennent. Ok, merci Noémie. On va essayer. Est-ce que vous nous entendez bien dans la salle? Parce que non, vous ne nous entendez pas bien. Alors, ce que je vous propose, vu que vous êtes là-bas, c'est de prendre votre canapé. Alors, vous ne le voyez pas du côté derrière votre Zoom, mais prendre le canapé et venir vous mettre derrière là, comme ça vous nous entendrez mieux.
ou vous mettre sur une chaise comme vous voulez, mais le canapé, c'est pas mal, hein, vous avez le droit de le bouger. On va rejoindre Jean depuis Autrèche, où il est qui s'appelle l'Ermitage. Alors, le temps que Jean arrive à l'image, les deux questions, et pareil en 6 minutes, c'est de nous présenter qu'est-ce que c'est que cet Ermitage, qui a une histoire quand même assez singulière, et puis de nous dire pareil, en quoi ça fait tiers-lieu, à votre avis, Jean, à ton avis, Jean, pardon, j'ai un peu perdu. Qu'est-ce qui fait tiers-lieu chez vous? Alors, est-ce que tu... Bonjour, vous m'entendez bien? On t'entend et même on te voit. Vous me voyez? Ok, bah, enchanté, bonjour à toutes et tous et merci d'abord de m'avoir permis de participer à cet échange. Je crois qu'il y a une vidéo que je dois vous présenter en partage d'écran en ce qui concerne l'Ermitage. Donc, je vais commencer par ça. Elle dure à peu près 1 minute et puis après, je la commenterai si vous êtes d'accord. Ça marche. Peut-être que tu peux la commenter en même temps, la vidéo. Ok, je vais essayer. Alors, qu'est-ce que c'est que... soyons efficaces. Donc, le partage d'écran est lancé. C'est parti. Donc, je vais aller chercher la vidéo. Voilà. Ah, voilà. Vous voyez bien? C'est parti. Donc, en fait, c'est une vidéo qui a été préparée pour une campagne de financement participatif qui a eu lieu cet été. Donc, c'est une vidéo qui présente en 2 minutes l'étendue du projet, les différentes activités. Là, on a la partie forestière avec notre conseiller forestier. On a 21 hectares de bois. Là, c'est un des bâtiments, un autre bâtiment à éco-rénover. On a 21 bâtiments. Là, on a des artisans qui travaillent sur le site. Quelqu'un qui fait de l'aquaponie, c'est Guillaume, qui est en train de faire un système aquaponique. Et là, on a un autre système aquaponique qui est un système de démonstration qui est présent sur le site parce que les gens de Végétaux ont des systèmes qui montrent à leurs clients sur le site. Voilà, c'est ce petit système assez esthétique qui permet de faire des produits. Là, on a quelques abeilles on a des ruches. Et là, on passe à une autre activité du tiers-lieu qui est l'activité de médiation numérique et de formation de jeunes des crochets scolaires en numérique. Donc, c'est une activité qui va démarrer au printemps autour du numérique, ce qu'on appelle la fabrication citoyenne. Là, c'est plutôt une activité autour du hacking citoyen où des gens viennent tester des systèmes de communication qui sont en cas de crise. Et puis là, on est sur vraiment le tiers-lieu nourricier, la partie agricole dont on va pas mal parler ce matin, je pense. C'est une petite ferme d'1,8 hectare. D'ailleurs, on avait été visiter le Germoir au moment où on se posait la question de faire cette petite ferme. Voilà. Je pense qu'elle va être encore un tout petit peu démonstrative, cette vidéo. Et puis, on a notre chat, l'Université citoyenne des transitions, avec pas mal d'activités qui vont démarrer aussi au printemps autour des questions de transition écologique et de passage à l'action. Voilà. C'est comme vous le pouvez le constater. Là c'est le futur café cantine de l'Ermitage. Là, c'est la brasserie. On a un brasseur aussi qui s'est installé sur le site. Donc, je vais parler un peu plus de ce qui fait tiers-lieu, c'est-à-dire l'ensemble du site et les activités complémentaires sur le site. Voilà. Donc là, on est dans l'allée principale du lieu de l'Ermitage. Voilà, puis ça c'est l'équipe. On a terminé par le plus intéressant. Ce qui fait tiers-lieu, c'est le collectif. Donc on est une quarantaine à être mobilisés, une vingtaine collectivement sur le site régulièrement. Et l'idée, c'était de montrer justement à travers cette vidéo qu'un tiers-lieu, c'est un lieu, un collectif et une démarche. Voilà, donc je vais un peu plus détailler ça. Vous voyez à la fin de la vidéo la partie plus agricole. Je pourrais plus détailler la partie agricole et la partie nourricière si vous êtes d'accord. Je vais arrêter le partage d'écran et revenir à la… Voilà. Donc, un tiers-lieu comme l'Ermitage, c'est avant tout un ancien foncier, comme on dit souvent. On parlait du Germoir qui était une ancienne ferme. L'Ermitage, c'est un ancien domaine agricole, mais pas à vocation de grande culture. C'était un élevage de poulets industriels. En 1925, un ancien industriel de la pierre qui était propriétaire des carrières de Vassens, qui sont comme les carrières de Saint-Pierre-Aigle, des carrières importantes dans le coin pour la pierre de taille de très haute qualité, décide de construire pour son fils ce domaine un peu sur plan. Et on fait un lieu qui très rapidement, malheureusement, fait faillite pour des raisons de cohérence. C'est aussi ça l'innovation en matière économique, c'est que parfois ça ne marche pas, ou les gens ne gèrent pas forcément bien. Et là, il y avait un petit mélange des deux. Du coup, le lieu a été mis en vente pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il a été racheté en 1951 par une communauté de malades qui voulait en faire un lieu de vie, qui sortaient des sanatoriums et qui voulaient faire un lieu de vie. Donc, ils ont fait une des premières communautés de malades, premier hôpital, maison médicale autogérée. Et ils ont monté une ONG internationale un peu après.
et c'est ça qui donne la structure actuelle au lieu et à ses bâtiments. On n'a pas, nous, bouleversé la structure foncière du lieu. Il y a pas mal d'espace pour accueillir du public en formation. C'était un centre de formation international et il a été mis en vente en 2016. Et c'est là que notre histoire commence, celle du collectif actuel, où certains d'entre nous étaient liés à l'histoire précédente, mais finalement très peu. Et on a monté une équipe, un collectif pour reprendre le site. Et la question de l'alimentation a tout de suite émergé dans nos débats, parce que le lieu dispose de 2 hectares de terres maraîchères qui sont de la très bonne terre maraîchère. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on avait l'intention d'en faire un tiers-lieu, comme on dit aujourd'hui, nourricier, qu'on était sorti d'affaires. Et on a quelqu'un qui nous a rejoint, qui est Michel Pernaut-Dubreuil, qui a monté avec sa coopérative pendant plusieurs années des espaces agricoles un peu partout dans le monde, des espaces avec notamment ce qu'on appelle des filières courtes, à qui on a proposé dans le collectif de reprendre la terre. Et donc, il a accueilli très vite une maraîchère qui s'appelle Edwige Lavogé. Et Edwige a monté un projet avec Michel de ferme maraîchère en circuit court. Et comme va l'évoquer notre ami du Germoir, enfin, c'est pas parce qu'on veut s'installer sur la terre que c'est facile. Et dans le tiers-lieu, ce qui fait tiers-lieu de ce point de vue-là, c'est qu'en fait, le maraîcher est inscrit dans un collectif et dans une communauté, y compris du point de vue de relations économiques très primaires dans le monde maraîcher, qui sont l'acquisition la vente de la production. Donc, on a une AMAP qui a été créée par le collectif et par notamment les gens du village. Et cette AMAP a déjà signé 28 paniers dans la première saison. Et on espère aller à 90 paniers, pas que avec des gens du village, mais des gens du collectif et alentour. Et on achète aussi, nous, à l'Ermitage, puisqu'on a un lieu de séminaire d'entreprise, et c'était l'objet de la cohésion du projet, on achètera une partie de la production et on va très vite aller vers de la transformation aussi. Et le lieu, en fait, le tiers-lieu accueille, parce qu'il a de la terre, une ferme, mais cette ferme n'est vivable et ne trouve sa place qu'à partir du moment où elle a créé des relations de confiance et de collaboration, des relations économiques et sociales avec son territoire en circuit court. Et ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple, hein, parce que le droit agricole est très, très exigeant dans la protection du producteur, mais il n'est pas forcément très cohérent aujourd'hui dans l'accompagnement socio-économique du producteur à long terme. Et ça, le tiers-lieu le permet. Je pense que l'idée, ça sera ma dernière question de ce premier temps de présentation. L'idée du tiers-lieu, là, c'est de faire une communauté qui, sur un espace géographique défini, arrive à trouver un équilibre en termes d'échanges économiques entre des producteurs, des gens qui vont consommer, etc. Il y a quand même, par rapport à l'histoire du lieu, l'idée de faire communauté. Tout à fait, je ne l'aurais pas mieux dit. C'est vraiment l'esprit. C'est pour nous, un tiers-lieu, c'est vraiment le lieu, mais surtout le collectif qui a un attachement et un projet pour ce lieu, et puis une démarche commune. Il y a quelque chose qui est plus grand que chacun d'entre nous, autant le maraîchage que l'hôtellerie pour les séminaires, que la forêt aussi. Je n'ai pas parlé des 20 hectares de forêt, mais on va parler du vivant. La forêt, c'est quand même très important. Et à ce titre, le tiers-lieu n'est que l'équation entre le lieu et le quotidien, ce qui n'est jamais simple. Et du coup, ça interroge quand même le droit économique, le droit foncier, les modèles économiques traditionnels, parce que la propriété en France, elle est bâtie vraiment de manière très verticale. Et quand on veut faire un collectif, en fait, on a des communes qui ont des cultures de collectif sur un village, mais on a vraiment un sujet sur le fait de refaire dans les tiers-lieux société, en fait. Et c'est aussi des relations qui peuvent être parfois conflictuelles avec des modes de résolution des conflits et un ensemble de valeurs qui réunissent les gens. Ce n'est pas parce qu'on a les mêmes idées, les mêmes ambitions qu'on n'est pas capable de s'engueuler. Tout le monde sait ça. Tout à fait. Je reviens vers toi tout à l'heure. Dominique S., Les Anges Gardins, association qui fait de l'insertion par l'économique avec comme support la production maraîchère biologique, entre autres, et qui a ouvert un café, enfin, qui fait tiers-lieu, qui s'appelle Ménadel. Dominique, tu es venu avec quelques images que tu vas commenter, 9 images, si j'ai bien compté, en fabriquant le PowerPoint. Non, je n'avais pas forcément l'intention de les commenter, mais je peux parler pendant, parce que je ne les ai pas envoyés dans l'ordre. D'accord, merci. Tu vas te débrouiller de ça. Et de 6 minutes. Qu'est-ce que c'est que ce tiers-lieu qui s'appelle Ménadel? En quoi c'est lié à l'agriculture? Et comment ça marche? Notre projet, au départ, ce n'est pas celui d'un tiers-lieu, c'est un projet politique et économique. Et pour reprendre le terme du précédent intervenant, qui essaye de faire société sur cette question très importante qui est notre alimentation. Et donc, société de ceux qui produisent jusqu'à ceux, effectivement, qui consomment, qui mangent les aliments. Alors,
On a pour ça donc créé un pôle territorial de coopération économique qui s'appelle l'écopole alimentaire. On a actuellement 2 écopoles alimentaires, puisque c'est important de le dire, la proximité de la mer. Le premier est à 5 minutes de la mer, donc il est à Vieille-Église. Et le deuxième, donc, c'est implanté au cœur du bassin minier, qui compte 250 000 habitants. Donc on est à essayer de pratiquer de l'agriculture dans un contexte quand même fortement anthropisé, marqué effectivement par l'urbanisation et du logement social. Pour vous donner un seul indicateur, plus de 60% du territoire étant, plus de 50% étant logement social. Voilà, alors je le dis pour les gens qui sont derrière leur écran, on a récupéré les photos parce que c'est extrêmement compliqué de gérer tout ça simultanément. Manu s'en sort bien, c'est juste pour dire que là, on est à Ménadel. Alors, notre projet 1 dans un PTCE, c'est de rassembler et structurer l'offre de production biolocale et solidaire et en améliorer la diffusion. Notre deuxième idée, c'est qu'on permet l'accès au plus grand nombre à cette alimentation durable. Le troisième volet, c'est de voir comment tout ça peut générer des emplois pour des gens qui sont peu ou pas qualifiés, c'est-à-dire d'être dans une logique économique qui est plus insertionnelle, mais qui est inventive et inclusive et permettre en fait à des gens de trouver du travail durablement dans une économie renouvelée dans ses attendus. C'est quoi la différence entre insertion et ce que tu dis? L'insertion, en fait, c'est on réinsère des gens dans un système économique qui n'a pas voulu d'eux. L'inclusion, c'est créer les conditions d'une économie qui permettent à des gens d'apporter leur capacité de travail, quel que soit leur niveau de qualification. On est dans une évolution sociétale, on fait toujours de l'insertion parce que ce grand soir n'est pas complètement arrivé et les gens ont besoin de boulot tout de suite, mais à côté, on essaye de construire une économie créatrice d'emplois. Aujourd'hui, c'est quand même notre affaire un peu 77 emplois, ce qui est déjà pas si mal puisque ça fait que quelques années qu'on agit dans la région. Et le troisième volet, c'est la professionnalisation, comment on fait émerger de nouveaux métiers autour de tout ça. Et le quatrième volet de l'écopole, c'est finalement de voir comment cette agriculture-là, cette façon de nous nourrir, résiste en fait aux adversités. Alors, on connaît le Covid, il y en a une qui arrive très très vite, elle est déjà très présente, c'est l'adversité climatique, et de faire en sorte que notre système agronomique, notre façon de nous nourrir puisse s'adapter effectivement à ces réalités-là, et tant que c'est encore possible, aussi les combattre. Alors, pour faire société, il faut un lieu. Mais au départ, on ne voulait pas forcément un lieu pour faire société. Pour nous, 4 murs, ça ne faisait pas forcément sens, ce n'était pas forcément une évidence. Mais il se trouve que comme on cherchait des locaux à Los Angeles, le maire nous a dit « ça m'emmerde, j'ai un café, c'est le café historique, tu cherches des locaux, ça serait bien que tu vois comment effectivement réhabiliter ce local, au moins pour relever les rideaux et faire en sorte que ce ne soit pas une friche au cœur du village. » Alors, on s'est dit, bon, on va faire une table de cocagne, donc nous, on est affiliés au jardin de cocagne. Le réseau jardin de cocagne. Le réseau des jardins de cocagne, qui fait du maraîchage effectivement dans l'insertion. Et puis en fait, on s'est rendu compte que ce lieu était extrêmement puissant, finalement, pour opérer des rencontres. Donc c'est Ménadel. Voilà, c'est Ménadel et Saint-Hubert, dont vous avez vu les photos. Donc, ce qu'on y fait, c'est déjà rassembler tous les acteurs des secours. Alors, c'est Ménadel et Saint-Hubert. Saint-Hubert, c'est le nom historique en fait du café. Donc, on a fait le Saint-Hub, Hub comme hub, qui permet de connecter tous ceux qui aujourd'hui développent les circuits courts et les organiser pour effectivement à la fois améliorer leur économie, pas se retrouver tout seul à essayer de défendre effectivement leur système de diffusion de produits et de voir ce qu'on peut faire effectivement de malin ensemble. Idem effectivement pour les producteurs. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est capable de produire, on est capable de produire de la diversité pour peu qu'on se parle dans la communauté agricole et pour peu qu'on puisse s'organiser pour arriver à avoir une complétude de production. Dans ce contexte-là, notre mission à nous, c'est de faire en sorte que sur les terres que nous cultivons, on produit ce qu'on appelle le complément de gain, c'est-à-dire que les autres ne font pas. En l'occurrence, ce qui nous manque aujourd'hui énormément dans notre territoire, c'est du fruit, de la diversité de fruits. Nous voilà partis, du coup, à lancer l'archipel fruitier, vous avez dû le voir passer, l'archipel nourricier, où en fait l'idée, c'est effectivement de cultiver de l'abricot, du raisin, tout ce que vous voulez, y compris sur des terres, bien évidemment, c'est possible, y compris sur les terres septentrionales. Dominique, tu veux peut-être mettre en lien les photos avec ce que… Non, j'en suis absolument incapable. Arrête les photos. Arrête les photos. Oui, non, mais juste, j'en ai alors, montré si, je peux quelques-unes. vous expliquer vite fait ce qu'il y a sur les photos. En 1 minute. Hein. Ouais. Bon, peut-être pas celle-là. Ça veut dire non. Voilà, donc là, c'est l'archipel nourricier. Vous voyez, c'est des abricotiers, là, vous voyez. D'accord. On fait de l'agroforesterie, en fait, sur des terres urbaines.
Ils sont mis à disposition par les collectivités. Voilà, mais ça marche tellement bien qu'on nous a proposé plein de terrains. On s'est trouvé vite dépassé avec notre équipe en insertion pour les cultiver. Et du coup, l'idée nous est venue d'engager les habitants pour nous permettre, via des chantiers coopératifs, de nous aider à réussir ce projet d'autonomie alimentaire. Mais comme les gens s'engagent sur quelque chose qui n'ont pas de prix, ils gagnent de la manne, que vous avez vu. Et la manne, en fait, ouvre droit à des contreparties. La manne, c'est de la monnaie locale. Monnaie d'une autre nature pour de nouveaux échanges, c'est une création monétaire dans un contexte donné, un système donné et une communauté donnée. Donc ce n'est pas une monnaie complémentaire. Je vais travailler la terre sur voilà, le on va travailler à terre, je gagne de la manne et avec la manne, en fait, je vais pouvoir accéder à un repas à Ménadette, des paniers. Et ça marche. De biolocaux. Oui, on est 200 adhérents actuellement, ça fait 1 an et demi. Et on est parti pour monter de 100 à 200, effectivement, tous les... Alors, voilà, pour ça, c'est le café. Alors, il y a aussi des temps de gouvernance. Voilà, donc en gros, on organise aussi des événements capacitants parce que l'idée, c'est que les gens comprennent aussi le système dans lequel ils sont et de voir comment ils peuvent interagir. Donc, on est vraiment là dans une tradition d'éducation populaire qui est le propre des Anges Gardins, qui est avant tout une association d'éducation populaire. Et en fait, vous voyez le système de la manne qu'on explique là, ou ce qu'on peut avoir, comment on peut s'engager et gagner de la manne, et en contrepartie, comment on peut dépenser sa manne. Et alors, j'ai une dernière question. Ouais. Les tiers-lieux, voilà, ça c'est les chantiers coopératifs. On a l'impression qu'un tiers-lieu crée sa communauté, va s'organiser. Là, c'est un peu la démarche de créer Ménadelle, elle arrive à la fin ou comme aboutissement, je ne sais pas comment il faut le dire. Non, elle arrive comme finalement un truc qui devient une pièce maîtresse qui va articuler la rencontre entre tous les acteurs et permettre à un moment donné le système d'échange et contrepartie au profit de la communauté locale. Alors, j'avais J'ai pas répondu bien. Non, si, c'est bien. Mais Manu avait soulevé ça. Comment se passe la décision, l'arbitrage Est-ce que c'est toi qui es le chef pour l'instant, il y a un peu de ça au départ, en vérité, mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on agit en cercle concentrique d'acteurs. Les producteurs, on les réunit, c'est les producteurs qui décident comment ils vont s'organiser. Nous, on joue un rôle un peu de médiateur, d'opérer la rencontre. C'est pas nous qui allons dire vous allez produire ça, vous allez produire ça. La question, c'est de dire comment, dans quel lieu on arrive à se retrouver pour dire ce qu'on a l'intention de produire et s'articuler ensemble. Pour vous donner un exemple. Et c'est pareil pour les habitants. Il y a un comité d'usagers qui régit effectivement aujourd'hui la manne. Les acteurs de circuit court se réunissent dans le fameux hub. Et pour l'instant, ces rencontres-là se font entre communautés, pour ceux qui le désirent, au sein de l'association Les Anges Gardins, donc dans son conseil d'administration. Mais plus tard, grâce aux événements capacitants, parce que l'heure n'est pas encore tout à fait venue, ils vont essayer de s'organiser ensemble, de se retrouver ensemble et faire communauté ensemble. Pour l'instant, ce n'est pas encore le moment. Ok, merci. Alors, maintenant, c'est mon tour de vous parler de la coopérative Baraka et de la ferme urbaine du Trichon. Donc, moi, je vais essayer de me coller aux photos et de vous raconter les choses comme ça. Et on peut même, du coup, les passer les unes après les autres. Je te fais signe, Manu. Donc là, on est encore à... Ah non, pardon, c'est pas à moi de le faire. Effectivement, heureusement qu'il y a un PowerPoint. C'est Alix qui est avec nous depuis chez elle, à Lille, je crois. Alix est depuis chez elle et depuis Zoom, qui va nous parler de Chaud Bouillon, qui est une autre expérience de tiers-lieu autour de l'alimentation. Donc Alix, on t'écoute. Pour tout dire, on aura peut-être un peu de mal à mettre les photos de façon synchrone, donc fais comme s'il n'y en avait pas, explique-nous en 6 minutes aussi qu'est-ce que c'est que cet endroit, où il se trouve et en quoi c'est un tiers-lieu, comment ça marche. Ça marche. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, je suis représentante du coup du collectif Chaud Bouillon, qui est en fait un lieu et des acteurs qui se sont réunis à l'est de la métropole lilloise, sur le quartier de Fives. Voilà, donc c'est un peu particulier, on est plus sur un terrain urbain pour nous. L'idée étant, en fait, on a la chance en fait de faire suivre un projet qui est en cours depuis 3 ans, avec un lieu de préfiguration qui est sur place, qui a permis en fait de petit à petit créer des liens entre acteurs associatifs, publics et aussi privés, pour créer ce lieu qui est encore en cours de construction et ouvrira Ce qu'on peut dire, Alix, c'est une grosse opération de renouvellement urbain. C'est ça. On est adapté pour fabriquer la Tour Eiffel, des locomotives, enfin des tas de trucs, énormes usines dont l'activité a cessé. Il y avait une grosse friche urbaine et la puissance publique organise sa reconversion. Et là-dedans,
il y a un lieu dédié à l'alimentation et notamment Chaud-Bouillon. Voilà, l'idée étant de réunir les gens du quartier de Filles-Vélem, mais aussi tous autres citoyens de la métropole, autour de voilà, la transition alimentaire qui, pour moi et pour nous tous, se vit pour chacun différemment. L'idée, c'est qu'ils viennent sur ce lieu et qu'ils, par une approche plutôt production, du coup, ma partie agriculture urbaine, ou peut-être transformation avec le traiteur ou les ateliers cuisine qui vont s'y dérouler dans la cuisine commune et la cuisine. Voilà, on puisse donner des clés, des approches pour changer nos comportements au quotidien de consommateurs, peut-être de producteurs chez nous. Et c'est ça, en fait, moi, j'aimerais en tout cas enfin, développer chez chacun, c'est ces possibilités en fait, de recomprendre le cycle de la nature, de redécouvrir voilà, les liens qui sont à faire entre nous en ville et les ressources qui sont disponibles, les autres aussi habitants d'un quartier et tout ce qu'on peut reproduire, construire ensemble, que ce soit du petit peut-être espace d'aquaponie, peut-être petit élevage d'insectes ou jusqu'à un jardin partagé ou un toit éventuellement avec un substrat, voilà, en tout cas sol, mais tout en respectant l'environnement et travaillant aussi sur une circularité de cette matière qui nous est à disposition, comme du jus de lombricompost, comme de la paille, comme des fientes de poules qui peuvent être installées dans notre jardin. Et c'est vraiment voilà, dans ce lieu, en tout cas de la ferme urbaine, qui vient de recevoir l'électricité là, il y a quelques jours, qui va ouvrir au printemps prochain, c'est d'être un lieu de production, oui, avec des stations. On te perd un petit peu, je ne sais pas si toi tu nous entends, mais si je résume, c'est une ferme. Comment on fait dans un endroit où on n'a pas de sol comment on fait pour produire avec tout un tas de techniques qui ne sont pas aberrantes du point de vue énergétique, qui s'inscrivent dans une logique d'économie circulaire? Comment on fait pour produire de l'alimentation, y compris chaque habitant chez lui? C'est ça l'idée de Chaud-Bouillon, pardon. C'est ça, que ce soit à l'échelle d'une famille, de chez soi, ou plus à l'échelle de résidents d'un quartier, de l'échelle d'une association, d'une structure publique, où on peut créer du lien par ce petit module, peut-être d'hydroponie, mais voilà, et comprendre le fait qu'on puisse transformer nos espaces un peu restreints en espaces de production peut-être à la verticale, ou en tout cas plus effectif, mais voilà, tout en ayant vraiment conscience, parce que ces nouvelles techniques d'agriculture, elles sont là, elles existent, elles se développent avec plus ou moins des techniques, de la technologie high ou low tech, mais il est aussi important de comprendre la réalité aussi du monde agricole tel qu'il est actuellement, et du coup de faire ce lieu aussi un lieu relais avec des visites d'exploitation aussi, voilà, en milieu rural ou périphérie aussi urbain qui se développent. Et il y a c'est aussi des agroécologiques parfois qui sont enseignées, et c'est des choses, voilà, pour moi qui sont importantes en tout cas d'enseigner aussi à nous en ville, et qui sont les consommateurs aussi les plus importants dans l'approvisionnement du coup de campagne. Dernière question, Alix, d'après toi, qu'est-ce qui tient lieu dans le projet? En quoi c'est une définition, hein, je ne sais pas si tout le monde est familier avec cette définition, d'ailleurs il n'y en a pas vraiment, elle bouge, elle évolue, chacun se l'approprie et la transforme. Pour toi, qu'est-ce qui fait tiers-lieu dans ce projet? Selon moi, c'est la diversité des activités et l'implication aussi de chacun. Là, je vois sur l'avant-goût de la cuisine commune, on a mis en place des petits comités d'usagers pour réfléchir à la conception en fait, des espaces, aussi à comment on va programmer les événements plus tard. En tout cas, je parle à l'échelle de Chaud-Bouillon, pour la cuisine commune, pour la ferme urbaine. Et je pense que ce lieu va être c'est un fédérateur et va permettre à chacun. Pour moi, c'est une association que j'aimerais créer qui va permettre de peut-être faire relais de cartographie, de végétalisation de la ville, de faire relais des échanges de graines, des échanges de boutures. Chacun puisse aussi proposer son atelier, la notion
J'aimerais aussi ou des services, rien qu'une recherche de services pour un coup de main, voilà, pour son jardin. Et c'est vraiment moi, ces notions d'échange qui vont être développées et cet accueil aussi qui qu'on soit, de quoi qu'on soit. C'est vrai que FIF, c'est un quartier très varié, la métropole aussi, donc savoir aussi comprendre voilà, la culture aussi et la façon de faire de l'autre pour mieux en fait aussi rester solidaire et mieux aussi derrière bah, ensemble une façon nouvelle de vivre en ville avec voilà, des échanges qui pour moi permettraient une transition en tout cas alimentaire Merci Alix, tu restes avec nous. Peut-être juste une question, Emmanuel, de la Baraka, de la coopérative Baraka et de la ferme urbaine du Trichon. Je vois dans le chat une petite pastille rouge qui dit que quelqu'un nous parle. Est-ce qu'on peut y jeter un œil? C'est Jean qui dit « Sacrée histoire, l'os en go ». C'est une réaction qui dit… Qui félicite le projet de Los Angeles. D'accord, une petite réaction. Et Jean également qui a partagé un sujet sur qui avait été consacré à Los Angeles. Qui est consacré aussi… En fin de table ronde, je pourrais diffuser… Bon, bref, voilà. Ça c'était pour nous. Parce que plutôt des réactions. Quoi. Derrière votre écran, vous pouvez regarder ça. On garde le principe que vous pouvez réagir et poser des questions. Il y a un temps, vraiment le troisième temps de ce matin, c'est vraiment pour échanger. Et là, on fera attention à revenir vers vous derrière votre écran régulièrement. Et évidemment, pour le public, précisément derrière votre écran, vous ne voyez pas, ou alors là-bas. Mais il y a quand même un certain nombre de gens ici avec nous. Alors, je vous parle de la coopérative Baraka et du projet de ferme urbaine du Trichon à partir des photos qui arrivent. Et que voilà, le bâtiment de la ferme de la coopérative Baraka, c'est un bâtiment qui est né suite à un projet. Le projet aussi, c'est faire transition. Finalement, je peux le résumer comme ça. En 2012, quand on l'a imaginé, 2009, quand on l'a imaginé, on ne le disait pas comme ça, mais finalement, c'est faire transition. À l'époque, on avait baptisé ça d'abord Utopie de quartier, puis Fabrique de biens communs. C'est un bâtiment en bois, en paille, qui a été en partie construit avec des chantiers participatifs. La structure juridique, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Il y a 90 sociétaires, un resto bio avec des gens issus d'un parcours d'insertion, parce qu'il nous semblait à nous à l'époque que c'était vraiment compliqué à gérer au quotidien entre les arts, le truc et puis le vrai boulot que ça représente. Et au premier étage et au deuxième, des espaces qui sont soit de la location de salles pour des gens qui viennent organiser des événements, soit des espaces d'ateliers, des espaces de l'Université populaire et citoyenne à Roubaix qui organise des cours du soir, des événements, etc. En face d'eux, et c'est la diapo suivante théoriquement, il y a un jardin. Donc vous voyez, la Baraka est en bas à gauche, c'est écrit, et en face de nous, il y a ce qui aurait dû devenir une opération d'urbanisme, des logements, etc., sur une ancienne, à la place d'une ancienne usine. Donc en 2009, l'usine Nollet est détruite, et c'est la façon traditionnelle de fabriquer de la ville. Une société d'économie mixte se voit confier le soin de réurbaniser cet endroit. Enlever les briques, dépolluer et proposer ça à des promoteurs pour construire des logements, du parking, etc. Il se trouve que ça ne marche pas parce que les promoteurs n'ont pas envie d'investir à Roubaix. Voilà. Et on se retrouve avec un espace qui est en friche. Et nous, au bout d'un moment, on passe les détails, mais on fait ce rêve-là. Cette photo, cette aquarelle date de 2017. Et c'est l'idée de transformer cet espace en friche en espace nourricier, en espace de convivialité, en espace de rencontre, en espace au fond de transition. Nourricier, on va regarder la diapo suivante. Nourricier, je vous rassure tout de suite, on n'a pas l'ambition de nourrir une ville de 90 000 à 15 000 dans ce lieu-là. Mais là, donc, ce qu'on commence par faire, c'est d'abord un jardin partagé. On récupère des palettes, on amène de la terre et on commence à cultiver. Et puis, on organise des fêtes, des événements autour de la transition, etc. sur ce parking qui, d'une annexe sauvage de la déchetterie, devient un lieu de vie, un lieu de production, un lieu de partage. Même s'il est modeste, la production, c'est aussi un lieu de partage. Et puis, petit à petit, on se dit qu'à côté, il y a un bâtiment qui est le lieu de friche, qui s'appelle l'ex-bâtiment LEA. C'est 8000 m² qui sont inoccupés et qui sont un peu squattés. La future ferme, elle est au premier plan.
Et on conçoit un programme avec des scientifiques et les institutions, la ville de Roubaix, la métropole européenne de Lille, des scientifiques des trois universités de la région. Ça a changé de nom récemment, mais ce qui s'appelait avant l'ISA, l'école d'ingénieurs de la Cato, d'ingénieurs agronomes, où on traite la pollution qui subsiste sur ce site. On y pratique de l'expérimentation pour savoir comment on peut la gérer. Et puis, dans les zones 1 et 2, je passe vraiment très vite, les expérimentations sur le sol pollué, c'est sol 0. La zone 0, pardon, et zone 1 et 2, eh ben, on a là un sol. Avec un sol, c'est un complexe argilo-humique, de l'argile, de l'humus. Là, on a un sol qui est très, très, très pauvre en humus. Et donc, notre enjeu, c'est de se dire, au départ, on réfléchit à des solutions hors sol, etc. Puis on se dit, en fait, en discutant avec des scientifiques, en voyant les ressources qu'on a à disposition, on se dit, on a envie de reconstituer un sol sain et fertile. En l'espèce, comment on fait? Une fois qu'on s'est assuré que la pollution a été traitée et qu'on allait pouvoir expérimenter des choses autour, on va chercher de la matière organique en proximité, parce que l'idée n'est pas d'aller prendre de la bonne terre, la bonne terre végétale dans la région, de la ramener sur des camions qui vont dépenser beaucoup de carbone pour faire notre petit endroit sympa. C'est de se dire, il y a autour de nous des parcs, des jardins qui génèrent des feuilles mortes, qui génèrent ce qu'on appelle du BRF, du bois raméal fragmenté. On prend les branches coupées, on les broie. Il y a aussi des fermes pédagogiques, il y a des clubs équestres. Tout ça donne de la matière, du carbone et de l'azote, si je résume, qu'on met à composter et qu'on peut réajouter régulièrement au sol pour faire remonter ses qualités agronomiques au fur et à mesure. C'est ça le projet dans lequel on est aujourd'hui, qu'on termine de financer avec la MEL, avec la ville et avec d'autres qui ne le savent pas encore, mais qui vont l'apprendre. Et ça me fait ma transition pour notre deuxième partie, qui est qu'est-ce qu'on fabrique. C'est-à-dire que longtemps, comme j'étais tu peux laisser notre ami Colombol à l'image, avant qu'on se parle, longtemps autant avec Baraka qu'avec ce projet-là, j'ai pensé quand même modèle économique, fabriquer de l'alimentation, etc. Alors je vous disais, on ne va pas nourrir Roubaix avec ça, évidemment, mais l'idée c'est de faire sur cette ferme urbaine, d'installer une ferme urbaine, 2 maraîchers, enfin 2 équivalents temps plein, et puis les gens autour viennent s'abonner et contre un abonnement d'1 € par jour, ont le droit de venir ramasser ce dont ils ont besoin chaque jour pour manger, personnellement. Ça fait en gros 250 personnes. L'intérêt, c'est que 50% du travail d'un maraîcher, c'est ramasser les légumes, les laver, les mettre en marché. Là, l'idée, c'est qu'avec les gens en proximité, qui forcément se forment à comment je ramasse des légumes dans une ferme agroécologique intensive, il faut faire attention aux rangs, aux associations d'espèces, ce travail-là est transféré. Mais ça fait quand même que 250 personnes. Donc l'idée, c'est de se reconnecter un peu comme les Anges Gardins le font depuis longtemps autour des écopoles, aux autres producteurs qui vont apporter des choses qu'on ne produit pas là, notamment des protéines végétales, toutes les légumineuses, on ne les produira pas là, les pommes de terre pas vraiment non plus. Donc l'idée c'est de faire ça et de du coup changer notre modèle économique et de faire transition. Mais moi j'avais, jusqu'à lire ce bouquin qui s'appelle Manière d'être vivant de Baptiste Morisot, j'avais en tête que bon voilà, on changeait le système, on faisait un truc vertueux, mais ça restait très habité d'une pensée quand même économique, ou d'une pensée de... Voilà. Et en tombant sur ce bouquin, et c'est pour ça que je montre cette image de Colombol, c'est que j'ai découvert l'existence de la faune du sol. Et en trouvant ce bouquin, je me suis dit, en fait, ce qu'on fabrique, en tout cas ce qui me fait triper dans ce qu'on fabrique, c'est une autre manière d'entrer en relation avec le reste du vivant. Ce que nous dit Baptiste Morisot dans cette histoire, c'est que l'homme moderne, depuis 2 siècles, s'est mis peu à peu à faire émerger le concept de nature, concept qui n'existe pas dans un certain nombre d'autres civilisations, et à considérer la nature comme un décor dans lequel l'homme, maître et possesseur de la nature, viendrait piocher dont il a besoin pour croître et multiplier. Bon, ça c'est un peu plus vieux comme citation, mais et qu'on a perdu les relations on s'est petit à petit détaché du reste du vivant, et que moi ça m'a parlé cette histoire-là, parce qu'on se dit tous qu'il faut faire transition, mais la transition elle est essentiellement dans nos têtes, c'est-à-dire il faut se sortir, enfin c'est un point de vue personnel, mais à mon avis il faut se sortir le marteau, le tableur Excel qu'on a dans la tête et qui transforme tout en équation économique et en besoin, en satisfaction, en maximisation, en rationalisation. Je ne dis pas que la nature n'est pas rationnelle, attention, mais on a interprété ça d'une certaine façon qui nous amène dans le mur où nous sommes,
de l'effondrement de la biodiversité et du dérèglement climatique. Et dans cette façon de faire transition, j'ai trouvé que ce bouquin apportait une brique qui nous permet de changer de paradigme, de se dire, nous, êtres humains, il faut qu'on revoie la façon dont on considère les autres espèces autour de nous et les rapports qu'on entretient avec eux. Et notamment, ces petites choses qui font 2 mm, qui s'appellent les colomboles, qui sont essentielles à un sol sain et fertile. Elles transforment la matière organique en choses assimilables par les plantes. Je vous lis 2 tout petits extraits de Baptiste Morisot. Il dit « Ce qui se joue aujourd'hui, c'est que nos relations aux vivants, aux abeilles pollinisatrices, aux forêts anciennes, aux animaux de la ferme, ce qui se joue aujourd'hui, c'est que nos relations aux vivants, aux abeilles pollinisatrices, aux forêts anciennes, aux animaux de la ferme, à la microfaune des sols, sont à réinventer. Ce sont ces égards qu'il faut repenser. » Et il amène là le terme d'égard. On arrête d'utiliser ou de gérer ou d'exploiter le reste du vivant. On a des égards. Et je lis un dernier extrait qui est vraiment sa conclusion. Ce qu'il faut réinventer par là, c'est une nouvelle cosmopolitesse. Il s'agit de retrouver et d'inventer les égards ajustés envers les autres formes de vie qui font le monde, d'être enfin un peu plus cosmopoli. Poli comme être poli. Voilà. Et j'avais envie, du coup, quand on m'a proposé d'animer ce temps ce matin sur agriculture et tiers-lieux, de poser la question aux gens qui sont autour de moi et à vous aussi. Qu'est-ce que vous fabriquez? Qu'est-ce qu'on fabrique au fond dans ces tiers-lieux? Moi, je viens de m'apercevoir que ce que je fabrique, et c'est aussi une expression de ce qui me fait triper d'inventer, de fabriquer, c'est aussi une expression de Baptiste Morisot, c'est de l'émerveillement. L'émerveillement de se reconnecter au vivant d'une autre façon que ce que nous avons fait jusqu'à présent, de traiter les choses, la nature comme des choses, mais de se reconnecter pas dans une vision idyllique, merveilleuse, Walt Disneyenne, où il faudrait être absolument, ne rien manger d'animal, etc. Dans une vision où on a des égards pour les autres espèces. Je dis ça, je ne sais pas encore ce que ça veut dire, c'est ça le truc. Mais il y a cette direction, et moi je me dis, en fabriquant ce projet de reconstituer un sol sain et fertile, d'y revivre, d'y refaire communauté avec d'autres êtres humains, mais sans perdre cette idée, on peut faire, voilà, développer cette idée d'autres égards au reste du vivant. Voilà ce que j'avais envie de poser comme question, et vous allez prendre la parole dans le sens que vous voulez. Est-ce que vous partagez cette idée? Est-ce que ce que je vous dis, Noémie, Jean, Alix, Dominique, et vous, dans la salle et derrière votre écran aussi, ça vous semble bien gentil mais un peu fumeux? Est-ce que ça rejoint des choses que vous travaillez? Est-ce qu'il y a longtemps que vous avez acquis cette idée-là? Je vous invite à prendre la parole. Ben, je sais pas, moi je la prends. Bon, ben vas-y. Oui, alors moi j'ai envie de dire, je joue la catégorie longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Alors, c'est rigolo, hein, tout à l'heure on se posait la question de ce que c'est que BPREA, hein, brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. C'est-à-dire qu'en fait, notre forme d'humanisme, et c'est ce qui peut aussi défier les tiers-lieux d'une certaine manière, et je pense qu'il faut être attentif quand même à cet aspect des choses, c'est que l'humanisme que nous recherchons reste un humanisme de domination, qui est très d'actualité aujourd'hui. Hein. Le Covid, c'est l'humanisme de domination. Trump, dans sa façon de protéger les Américains, c'est de l'humanisme de domination. On peut, au prétexte effectivement d'avoir un regard sur l'autre, développer effectivement, je pense, des formes, je crois, de maladies qui peuvent être préjudiciables à l'espèce humaine elle-même. C'est ce que nous essaye de nous indiquer, en fait, la science de l'écologie depuis un certain nombre d'années, alors avec plus ou moins, effectivement, d'agilité et plus ou moins de pertinence. Donc, comment passer d'un humanisme de domination, et comme on aime bien le mot coopération dans les tiers-lieux, à passer à un humanisme de coopération. Et la différence entre l'un et l'autre, pour moi, c'est que dans la coopération, j'ai le souci de l'autre. Celui avec qui je coopère, ce n'est pas simplement par pur, le mot m'échappe, empathie, voilà, je le retrouve, mais c'est simplement que si je veux que mon autonomie, c'est l'art d'arriver à comprendre que j'ai besoin des autres pour arriver à mes finalités et les articuler d'une façon heureuse, c'est de faire en sorte, effectivement, qu'au-delà même de l'empathie, je comprends, effectivement, quelle est la contrainte du reste. Or, aujourd'hui, on le sait trop bien,
c'est la nature. Moi, je ne m'embête pas ce mot nature, même s'il a été inventé. C'est la nature qui est, qui sera notre principale, qui a toujours été, qui sera notre principale ressource. Donc, comment avoir un regard, alors tout à l'heure, tu as utilisé des mots que j'aurais pu moi-même employer quand je m'exprime là-dessus, mais comment avoir un regard d'attention sur ce milieu, sur cette terre qui nous porte et nous nourrit avec tous ces êtres vivants. Donc, ce n'est pas simplement une question de passion sur cette question, des colamboles, tout ce qu'on veut, etc. C'est qu'il est complètement nécessaire, je pense, d'entrer dans cette relation retrouvée avec la nature, celle-là même dont on a été privé le printemps dernier, d'une façon tout à fait, d'ailleurs, industrielle et très peu pensée. Voilà. Donc moi, je pense effectivement que le projet, c'est celui-là, c'est d'arrêter d'être dans une forme d'exploitation et de voir comment la nature travaille de manière intelligente. C'est au moins un élément qu'un domaine comme la permaculture a essayé de nous redonner d'une certaine manière, parce que tout le monde en fait sans savoir vraiment ce que c'est. Hein. Mais la permaculture, c'est... Voilà, je ne vais pas définir la permaculture, mais la permaculture, oui, sinon ça serait trop long, ça ne t'arrangerait pas. La permaculture, elle essaye quand même de nous dire, dans un de ses aspects, dans un de ses fondements, comment regarder comment la nature produit de la biomasse végétale. La biomasse végétale, les légumes, c'est de la biomasse végétale, par exemple, les fruits, c'est de la biomasse végétale. Comment elle s'y prend? Tu parlais tout à l'heure du complexe argilo-humique. Comment elle s'y prend, effectivement, pour avoir de l'abondance. Parce que l'abondance, je suis convaincu qu'elle est là tant qu'on ne la tue pas, et qu'il faut avoir un regard provident vis-à-vis de cette abondance, c'est-à-dire de comprendre, d'aller au-devant effectivement de cette évidence, provident, hein, aller au-devant de cette évidence qui fait que tout ce qui nous entoure, nous en sommes consubstantiels, nous en sommes un des éléments, et que tout l'enjeu, c'est d'arriver effectivement à trouver des formes de coopération avec. Merci Dominique. Noémie, dans l'ordre, maintenant qui m'a dit, comment tu veux qu'on prenne la parole? Allons-y. Je fais le tour des 4 animateurs de tiers-lieu, puis après, on ouvre le débat. Noémie. Bien, après cette belle envolée de Dominique, je ne connais pas. Désolé. Sur cette question de l'émerveillement, alors au Germain, on est sur un maraîchage classique, on n'est pas en permaculture, mais on a quand même ce qu'on appelle un design permacole. On a travaillé des bandes fleuries, on a intégré des haies diversifiées. Ouais, et on a intégré des mares, il y a 2 mares, et puis je vais donner un exemple tout simple en fait. Vendredi, il y a un atelier participatif pour réintégrer des rapaces sur le site. On va planter des mâts avec la Ligue de protection des oiseaux. Et pourquoi des rapaces? Parce qu'en fait, finalement, la nature, elle fait bien les choses. Les rapaces viennent et puis finalement mangent les petits rongeurs qui viennent détruire un peu les cultures. Donc, c'est remettre de la nature là où on est déjà dans un contexte ultra naturel, mais c'est quand même d'accompagner ça. Et donc, finalement, on devient des spectateurs de ce qui s'est toujours fait et de ce qui se fera toujours. Et finalement, on vient juste réapporter un petit peu avec nos moyens, hein, qui sont juste apporter deux pierres, nous, en tant qu'humains, à mettre un pas, et puis pour que les choses se passent bien. Donc, il y a cette histoire de coopération dans les tiers-lieux, mais cette coopération avec la nature, elle est vraiment importante aussi, finalement. Donc, on coopère entre humains, on coopère avec les animaux, et on coopère aussi avec la terre, parce que, surtout en ce moment, hein, vous voyez les maraîchers qui ont vraiment les pieds dans la gadoue, je vous assure qu'il faut vraiment coopérer avec la terre. C'est-à-dire que ce n'est pas tout rose comme super. Il faut vraiment l'aimer. Il faut vraiment l'aimer, bien sûr. Et en avoir, si je peux permettre, une écoute sensible. On a fait des erreurs aussi. Hein. Les abeilles, par exemple. Je parlais tout à l'heure des abeilles. Ah, ça y est, action-réaction, l'ancien temps. Vous voyez? Plus d'abeilles, remettons des abeilles en multitude. Le problème, c'est qu'effectivement, on déséquilibre le système qui fait que les abeilles sauvages, etc., sont concurrencées par les abeilles qu'on met partout sur nos toits, où vous voulez. Vous voyez, ça peut poser problème. Donc, je pense que c'est une question
pas forcément d'agir tout de suite, mais d'écoute attentive, d'écoute sensible de ce que la nature aujourd'hui porte. Jean, même question, au fond, qu'est-ce que vous avez l'impression de fabriquer? Est-ce que cette idée de fabriquer un autre rapport au vivant, une autre façon de l'appréhender, d'avoir des égards nouveaux pour eux, est-ce que ça vous parle? Oui. Oui, avec toute la complexité, la difficulté que constitue l'émergence de cette vision, de cette question, de cette façon d'appréhender le monde qui nous entoure dans une société comme la nôtre aujourd'hui, dans un lieu comme celui qu'on a souhaité faire émerger. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de tensions autour de ce sujet. Je crois qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Nous, on essaye de faire émerger quelque chose, encore une fois, de plus grand que nous autour de ce sujet. Et on utilise bien entendu le lieu qui est le nôtre pour faire société autour de cette question, la question de l'agriculture bio, dans un territoire rural particulièrement marqué par la domination de l'agriculture conventionnelle. C'est déjà en soi un sujet. Et moi, je regarde comment les gens réagissent par rapport à la proposition qu'il leur est faite de manger autrement, par rapport à la production qui est faite dans la micro-ferme, qui est loin de pouvoir imaginer rapidement trouver son équilibre économique. Comment les gens réagissent? En fait, les gens, ils ont une aspiration à partager quelque chose avec leurs enfants autour de l'alimentation. Moi, je suis très sensible à ce qui est fait au Chevrillon et je pense qu'on viendra vous voir à Chevrillon pour voir ce que vous faites. Parce qu'en milieu rural aussi, la question de bien manger et de manger autrement, elle passe par la manière dont on a un rapport à ce qui nous entoure. Les gens disent souvent, bah, moi je fais mon jardin, c'est bien vos paniers bio, mais en fait, j'arrive pas à concilier en fait, le fait de faire mon jardin. Et en même temps, on a des gens qui arrivent et qui n'ont plus aucune culture alimentaire, mais plus aucune. C'est-à-dire que vraiment, un radis, ils en connaissent qu'un modèle et ce modèle, franchement, il est très traditionnel. Enfin, il ne voit pas qu'il y a 50 variétés de radis. Pour revenir au vivant plus fondamentalement, nous, on a une relation particulière à la forêt et on a un sujet très sensible qui est la question du rapport aux mammifères, la chasse. C'est un sujet en milieu rural qui est hyper violent. Hyper violent. On a, nous, re-signé un bail de chasse. Il y a un sujet du rapport au prélèvement, parce que c'est une obligation légale hein, d'avoir un plan de chasse. Et en même temps, quand on voit le rapport qu'entretiennent les chasseurs et de l'autre côté, les gens qui sont beaucoup plus sensibles à la complexité du rapport entre l'homme et le vivant de leur point de vue, on a, nous, en tant que tiers-lieu, à faire société là-dessus. Et moi, je suis très sensible, mais je découvre Baptiste Morisot. Et en fait, pour conclure, en fait, le tiers-lieu, pour nous, c'est aussi l'espace où ce nouveau rapport, où en fait, le fait de réinterroger le rapport fondamental entre l'homme et le vivant, il va se jouer, si je peux employer ce mot. Ça va se jouer. Et chez nous, en fait, il y a un sujet qui est très important, c'est la manière de le vivre. On est dans un lieu qui essaye de permettre cette relation. Permettre dans le sens où il y a des antagonismes, mais il y a une manière de les gérer dans un tiers-lieu qui est différente. Et je terminerai en disant que nous, on a deux espaces vraiment sensibles là-dessus. C'est bien entendu les espaces extérieurs qu'on dit d'ailleurs à vocation non productive. C'est intéressant hein, parce qu'on a quasiment 4 à 5 hectares d'espace qui entourent les lieux de vie, les bâtiments où on vit hein, sous un toit. Et ces espaces-là, comme ils n'ont pas de vocation productive, comment on fait en sorte de leur donner une place? Eh bien, on leur donne une place à travers le rapport à la biodiversité. C'est que ces espaces sont essentiels en termes de biodiversité. Mais on a du travail pour installer quelque chose qui soit cohérent pour les gens. Il ne s'agit pas de laisser la nature faire tout ce qu'elle veut, je veux dire, parce que sinon on n'arrivera pas à trouver notre place. C'est très sensible. On a un lycée horticole, par exemple, à Ribécourt, on a mis une convention en place. Le lycée horticole, il forme des jeunes au paysagisme. Bon, on a un dialogue avec eux sur le fait qu'on n'a pas l'intention de faire de l'Ermitage une vitrine du catalogue de Leroy Merlin. Hein. Ce n'est pas notre sujet sur des espaces extérieurs. Et du coup, ce sujet-là, on va plutôt travailler avec l'École supérieure de Versailles, avec des gens qui ont ce qu'on appelle le tiers-lieu de paysage. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept, c'est vraiment l'espace où en fait se joue la relation entre
entre l'homme et la nature à travers un espace qui a été antérieurement anthropisé. Et puis le deuxième sujet, c'est bien entendu la forêt. Et le troisième, c'est la ferme. Et ces trois espaces complémentaires font que dans un lieu comme l'Ermitage, on est condamné, entre guillemets, à réinterroger sérieusement notre rapport à la nature. On en avait un peu parlé, Pierre. Nous, l'Université citoyenne sera un lieu où pas mal de sujets de cet ordre seront traités, pas que par l'angle intellectuel, mais aussi par l'angle opérationnel. La question de monsieur Losangoel sur le passage à l'action, les gens, ils ont aussi besoin de toucher, hein, d'agir et de trouver leur place dans un univers où finalement tout a été quand même pas mal verrouillé, quoi. Merci Jean, on va passer la parole à Alix avec la même question, alors qui est est-ce que hors sol, est-ce que dans un environnement urbain très urbain, hein, très minéral, on peut retrouver, ou en tout cas c'est votre ambition de travailler cette question-là. On ne dit pas qu'aucun d'entre nous n'a la solution, on voit bien que, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous traverse aussi, ces questionnements-là? Bien sûr, et surtout dans nos quartiers bétonnés et dans lesquels il y a quelques petits poumons verts de jardins d'habitants, jardins communautaires, jardins familiaux. Et d'ailleurs, la région Nord-Pas-de-Calais a quand même promu ça depuis bien des décennies. Et je pense que c'est ce côté aussi fédérateur qu'on retrouve dans ces jardins qui doit être plus mis en valeur et pour changer un peu notre vision de la nature. En ville, c'est pas le plus simple, mais on comprend que elle améliore quand même notre cadre de vie. Donc voilà, l'idée, c'est chacun aussi, pour moi, c'est de tester par soi-même et de construire et de voir peut-être comment, via un atelier de semis, via un chantier participatif pour la construction peut-être oui de tel insecte ou d'un poulailler, on peut comme ça retrouver le cycle, comment fonctionne une plante et pourquoi cette variété-là, elle est adaptée à notre climat en fait du Nord et comprendre derrière le réchauffement climatique et ce que ça peut du coup avoir comme conséquence sur nous, notre vie de citadin. Et pour moi, c'est vraiment le fait de se réapproprier des techniques peut-être nouvelles de production ou même anciennes comme les associations de culture ou comprendre le lien entre du coup c'est ça, plantes et insectes et essayer de retrouver en fait ces petites expérimentations à une échelle plutôt proche de chez soi et derrière comprendre quels sont pour moi ça amènera en fait des nouveaux choix, des nouvelles questions sur la masse d'informations qu'on a, nous, peut-être en ville, mais après, c'est nous en ville, non, ça peut être via les médias aussi. Mais on a vraiment, cette masse d'approvisionnement alimentaire qui se présente à nous. Et comment faire les bons choix, en fait, pour acheter local, parce que ça va avoir un moindre impact sur l'environnement, il y a les transports, mais pas que. Il y a aussi une compréhension des techniques agricoles et ces techniques qui, parfois, sont en respectant le sol, en ne labourant pas. Alors, c'est peut-être des choses qu'on va expérimenter avec une grelinette dans notre jardin partagé, mais le fait aussi de ne pas apporter trop de pesticides, et ça, c'est des choses aussi qu'on peut recomprendre chez nous. Et voilà, il y a je pense qu'il y a des clés en fait qui sont vraiment à retrouver et l'échange entre nous aussi, entre générations, entre des parcours dont on vient. C'est vrai que je suis dans l'agriculture urbaine depuis pas si longtemps que ça, mais j'apprends en fait au quotidien. J'expérimente chez moi et c'est un peu ce que j'aimerais faire aussi, comprendre à chacun. C'est par ça aussi qu'on pourra changer notre regard sur peut-être la priorité en fait de notre quotidien qui est peut-être un peu trop centré sur toujours un rapport au temps, un rapport à la valeur financière et c'est des petits points de respiration comme ça en ville et des relais avec des balades en forêt, des visites en ferme qui peuvent qui pour moi sont importants de remettre un peu vraiment le tri par rapport à tout ce qui se propose
face à nous, quoi. Merci Alix. Oh. Dans la salle des questions, alors peut-être pour que ceux qui sont, ils ne sont pas très très nombreux, mais que ceux qui sont derrière nous, est-ce que vous accepteriez de vous lever et de venir poser votre question ici, de façon à ce que le micro Je peux déplacer la caméra. capte, ouais, puis voilà. Vous mettez là, que la caméra devrait même vous voir, même, vous pourrez même trouver une chaise. Ah non, il y a l'écran. Bon, ben, asseyez-vous. Non, mais ça va, je suis pas de m'asseoir. Et si c'est juste pour qu'on vous voit, parce que là, vous êtes décapité. Bonjour, je m'appelle Mélia, je fais partie de la coopérative de Sacre-Cou. Et du coup, j'avais. J'avais oublié de tu. J'ai dit que je disais tu à tout le monde, j'ai oublié, pardon. Vas-y, Mélia. Excuse-moi. Et du coup, c'était pas vraiment une question, c'était plus des compléments d'information. Tout d'abord, félicitations pour vos super projets incroyables. Et puis, notamment sur les anges gardiens aussi, tu parlais des modèles économiques. Tout le travail que vous faites sur l'économie de la fonctionnalité, de la coopération, pour à chaque fois réussir à réintégrer toutes les externalités créées dans vos projets qui sont surprenants et qui permettent toujours de développer encore et de continuer à rechercher cette nouvelle piste. Et sur la question de la gestion de la mise en culture d'espaces urbains, moi je voudrais qu'on soit vigilant sur la question des temps et pas que ce soit, en fait, il ne faut pas que cette mise en culture soit éphémère, événementielle, nous serve à pinter un quartier, tout ça, parce que quand on parle de restauration des sols, et donc là actuellement, pour dépolluer un site, c'est 50 € la tonne de terre polluée envoyée, je ne sais pas où, je pense. En réserve, il y en a, dépend du niveau de pollution, il y en a dans les Hauts-de-France. Et du coup, comment on restaure les sols et que ça reste de façon pérenne, et comment ça ne correspond pas forcément à des calendriers politiques, mais que ça reste plus longtemps, parce qu'une fois qu'on a restauré un sol, et aussi sur la question de, par exemple, de restaurer les sols pour passer par les plantes, ça prend 20 ans, mais c'est quoi finalement une friche qui reste 20 ans en ville? Il y en a eu beaucoup, donc comment on engrange ça maintenant, comment on commence à restaurer des sols et dépolluer localement, voilà, tout en créant aussi des modèles économiques avec ces dépollutions. Donc ça, c'est l'Université du Littoral à Dunkerque qui travaille là-dessus. Voilà. Et puis, sur la question systémique et de aussi comment on change les regards sur la question de propriété des terrains, sur la question de gauche tardive, parce que les collectivités, ça commence à évoluer, mais quand on veut accueillir la biodiversité, on ne va pas prendre toutes les 5 minutes. Comment ces regards-là changent, comment on arrive à travailler ensemble, mutualiser des outils. Donc nous, par exemple, on produit des champignons, mais notre blanc de champignons n'est pas forcément local, il vient de loin. Comment on pourrait produire ça nous-mêmes, comment on transfère ces outils-là. Non, mais on a le droit de... On a bien compris la proposition. En plus, et comment, dans ces cas-là, les gens qui rejoignent le projet deviennent contributeurs, peuvent être rétribués de leur projet, soit leur travail, soit en alimentation, soit financièrement aussi. Donc, il y a encore des blocages dans les montages entre les gens qui font. Donc ça, c'est aussi à faire évoluer sur la mise à disposition des terrains, garantir le budget. Voilà. Des questions en cours. Merci Mélia. On va peut-être de l'autre côté de votre écran ou ici, est-ce que d'autres réactions, questions, envie de partager? Bien donc. Bientôt 50 ans d'éducation. En place. C'est important de parler bien fort pour notamment le. Donc, tu nous dis juste qui tu es et puis on... Je m'appelle Alice Génédé et je voulais réagir encore. On va prendre un peu de micro. Oui, voilà, on va prendre du micro. Je voulais réagir tout à l'heure à quelque chose que vous avez dit dans la présentation par rapport au BTRE, que le mot exploitation, je ne crois pas qu'il a une facette que négative dans le fait d'exploiter. On peut exploiter positivement des ressources, plein de choses, et qu'en fait l'exploitation elle s'intègre dans un environnement et ça peut être intégré dans un environnement
de manière équilibrée et l'exploitation peut être vue aussi de manière positive. Enfin, j'imagine. Et puis après, c'était autre chose. Parle plus fort, s'il te plaît. Je crois que tu m'entends pas. Et après, ouais, c'est par rapport au respect des ressources aussi. Par rapport au respect de la nature. Hier, hier matin, il y avait l'ingénieur qui avait raconté qu'il s'intéressait en Afghanistan, enfin, qu'il étudiait en Afghanistan la gestion de l'eau là-bas et qu'en fait c'était rendu public et que de fait le public, enfin, les habitants se sentaient concernés et pouvaient agir par rapport à ça, comparé à en France où on n'est pas du tout le fonctionnement et on n'est que des consommateurs de cette ressource, qu'on respecte ce qu'on connaît et que quand on connaît, ben, on peut participer à l'améliorer. Et que dans notre région, on a un gros problème avec la gestion de l'eau par rapport à l'agriculture, par rapport à la vie du sol permet de maintenir de l'eau et de la retransmettre. Donc de rendre facilement accessible cette connaissance de la vie des sols, des avantages de l'agroforesterie, des équipements, enfin tout ce qui limite l'évaporation et ce qui favorise la vie du sol. Et que de vivre en rural, ça peut permettre d'être plus proche de ces connaissances parce qu'on les côtoie dans notre environnement quotidien. Et que dans l'avenir, il y aura de plus en plus de personnes qui vont habiter en ville, qui sont certainement moins en lien avec ces connaissances-là. Et que pour une gestion des ressources aussi, je me demande si d'aller plus loin que de proposer des espaces en ville pour pratiquer l'agriculture en communauté, de penser à est-ce que la population urbaine pourrait, est-ce qu'une partie de la population pourrait être encouragée à découvrir le monde rural et à faciliter son insertion, je ne sais pas comment dire. Parce que le monde rural, ça peut être un monde utile, un monde hostile pour les urbains parce que il y a plus d'isolement social, il y a plus d'isolement par rapport au monde culturel, il y a une très grande difficulté des transports, mais il y a plein d'avantages pour être plus proche de la nature et pour que ça soit plus équilibré sur le territoire. Et je trouve que ça mériterait à ce que ce sujet-là il soit aussi présent dans cette réflexion. Merci. Voilà. Merci. Alors, d'autres envies de réagir? Une, deux. Je note juste la question. Mélia avait apporté des choses sur lesquelles j'avais envie qu'on rebondisse. Et là, tout de suite, j'ai oublié ton prénom. Aline. Aline disait les urbains à la campagne. En gros, hein, je vais l'écrire comme ça sur ma fiche de notes. Bien. François Debré, de l'Université de Lille. Déjà, je voulais commencer par vous remercier d'avoir ce degré d'exigence dans votre discussion, ce qui permet, il me semble, de sortir de la litanie de comment on pilote, de comment on fait des tiers-lieux comme si c'était une catégorie toute faite, être un peu sur des questions autres que simplement d'organisation d'espace très beau.
il me semblait que si on posait, vous avez posé la question, tu as posé la question du commun, qu'est-ce que vous fabriquez en commun, il me semble qu'il y a quelque chose qui est assez fort, c'est que vous reposez la question de la valeur. Donc, du coup, y compris en se disant que le modèle économique, qui était toujours la question sous-jacente, en fait, vous vous êtes déplacé, mais quand vous refaites une nouvelle forme d'économie, qui est de reposer la question de la valeur. On peut très bien se dire que cette de valeur, c'est nos relations avec la terre, les gens qui habitent là, les animaux, etc. Que donc là, c'est une manière de réenvisager un vrai autre modèle économique. Une deuxième chose, c'est vraiment que vous fabriquez en commun, vous n'arrêtez pas de dire, c'est de ne pas nier, de ne pas mettre de côté les difficultés et les exigences. Bosser la terre, c'est pas rien, et en ce moment, tu as dit tout à l'heure, en ce moment, c'est particulièrement dur, donc pas faire semblant. Et puis, une troisième chose qui me semblait dans ce que vous fabriquez, qui est, pour utiliser un grand mot, de la démocratie dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que ça repose des questions de comment on fait du commun de manière active et pas simplement avec les grands idéaux pour lesquels on est très habitué en France à remobiliser des oppositions philosophiques politiques qui, en fait, passent à côté des pratiques que vous avez et qui sont il y a sans doute des vertus à prendre. Donc, il y avait aussi ça que vous fabriquez en commun dans ce que vous avez décrit les unes les autres les uns les autres. Merci. Alors, il y avait Laurent et Florent, c'est ça? Ok, Laurent d'abord. Oui, moi j'avais une première réflexion et une proposition à faire, parce que c'est un atelier, alors c'est faire des propositions. La première, c'est finalement, je me rends compte et je vous remercie pour cet élargissement et je n'avais pas perçu les choses comme ça. Et donc il y a une petite lumière qui vient de s'allumer dans mon cerveau. La première, c'est que peut-être finalement la nature, la biodiversité, le vivant, c'est moins une ressource que finalement faire partie d'une communauté. Et du coup, je me dis qu'ils font partie de la communauté des contributeurs. Et du coup, j'ai envie de faire une proposition, c'est donc on fait cette formation pilotée inter-lieu, des thèmes qui sont là, différentes régions, etc. Il y a le master aussi qu'on opère donc avec l'université de Valenciennes sur les tiers-lieux. Et j'ai envie d'intégrer dans nos cours, du coup, de dire que peut-être cette communauté, elle ne se réduit pas seulement aux humains, mais peut-être qu'il faudrait qu'on intègre le colembole qu'on a vu tout à l'heure en photo, les plantes, finalement l'écosystème dans le fait que ce sont aussi des contributeurs au tiers-lieu. Alors, peut-être moins dans un milieu urbain, encore que, en tout cas forcément dans un tiers-lieu rural. Et donc, voilà, moi je garde ça aujourd'hui. Je vous remercie de l'ouverture et notamment Pierre, l'ouverture que tu nous offres là, parce que je me dis que je vais réécrire mon cours et je vais élargir aux insectes, à la biodiversité. Tu parlais des rapaces, je suis ornithologue amateur. Je me dis que finalement, effectivement, on pourrait les intégrer et d'ouvrir un peu les chakras des stagiaires et des étudiants sur ce thème-là. Ça me semble important parce que sinon, on ouvre quelque chose, on n'est pas complet. Voilà, comment passer de la ressource naturelle à la communauté naturelle. Merci Laurent. Florent est pour consigne, c'est ce qu'on nous dit via le chat de parler fort, parce que bon voilà, nous sommes sur des... Par égard pour nos amis de l'autre côté du serveur, il faut parler fort. Ok. Moi, c'était juste une petite question. Je me demandais le potentiel de vous comme les vôtres en potager urbain. Combien de personnes on arrive à nourrir? Voilà. Okay. Est-ce qu'on a... Oui, allons-y. Et de l'autre côté Pardon, je vais parler dans le micro. De l'autre côté de l'écran, si vous avez aussi envie de prendre la parole, allumez votre caméra, celle qui est fermée, et puis votre micro, comme ça je vous donnerai la parole après monsieur. Après Romain qui arrive. Bonjour, Romain. Je voulais poser une question suite au débat sur la fabrique de l'émerveillement, de l'humanité de coopération, la nouvelle société. En fin de compte, est-ce qu'on ne fabrique pas une nouvelle culture et quelles sont les valeurs qui cadrent cette nouvelle culture? Quelles sont les valeurs de cette nouvelle culture? Voilà. C'est-à-dire
Ouais, par exemple, dans la culture chrétienne, la valeur de base, c'est fait pas de mal à l'autre. Dans un certain nombre de cultures. Dans un certain nombre Toutes celles du livre. Mais c'est des valeurs fortes créées par, on va dire, les prophètes, etc. S'il devait y avoir un prophète des tiers-lieux, quelle serait la valeur commune que vous partageriez tous? Ok, la question est... Ok, merci. On a fait le tour. Eh ben, chacun peut réagir. Dominique, vous voulez réagir? Tu as l'habitude de parler fort, vas-y. Ouais, en fait, il y a plein de questions, hein. Allez, par rapport à la dernière, moi, j'ai envie de lâcher un mot qui est en lien avec ce que je disais par rapport à l'humanisme de coopération, c'est cette prise de conscience de l'interdépendance, hein. Et d'ailleurs, en lien avec la proposition de Laurent, c'est de prendre conscience qu'on est consubstantiel, c'est-à-dire qu'on est interdépendants les uns des autres et que ça ne concerne pas que les communautés humaines, ça concerne effectivement l'ensemble des êtres vivants. Sur la question de l'exploitation, bon, on est d'accord, je pense. Moi, je signale simplement qu'il y a un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Tout dépend de ce qu'on entend derrière le mot exploitation. Donc, moi, je n'ai pas envie de tuer le mot exploitation, mais derrière le mot exploitation, très souvent, c'est ça. On comprend cette espèce de truc d'humanisme de domination, d'ailleurs qui peut être lié aussi à une interprétation du livre de la Genèse, puisque depuis tout à l'heure, on traîne autour de ces histoires, hein, de prenez la terre et soumettez-la, n'est-il pas écrit quand on fait un peu d'exégèse, prenez la terre et prenez-en soin. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Donc l'ambiguïté peut peut-être effectivement reposer sur ça. Ça nous arrange peut-être, dans notre fainéantise, d'exploiter, au sens effectivement d'être dans une forme de domination exercée sur ce truc. Donc après, les choses sont possibles ou pas possibles. Un tiers-lieu, est-ce que c'est pas, à l'instar de ce que disait, on a eu une rencontre au réseau Cocane sur les tiers-lieux alimentaires inclusifs. Hier, c'était à Pithiviers. Et donc mon interlocuteur, donc, qui est directeur d'un Cocane comme moi, qui a lancé un tiers-lieu, un très beau tiers-lieu, Roseraie de la Veuve-Moraille, et nous, on fait tiers-lieu au sens où effectivement on imagine les choses possibles. Et tout ce qu'on essaye de dire depuis tout à l'heure, je pense, tourne autour de dire ça sera plus possible si on maintient inchangé l'état des possibles. C'est-à-dire que si on ne fait pas ce qu'on a à faire en pure déprédation des supports, des éléments, des coopérateurs, tout à l'heure des contributeurs, qui est effectivement le reste de la nature, le collambole, que sais-je encore. Et là, ce n'est pas que des mots. Nous essayons humblement, sur les territoires, même en ville, de le faire. Par des régies de service, des logiques de service. Vous avez cité, Aline, plein d'exemples. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on essaye de pratiquer, y compris en ville. Et parce qu'en ville, c'est aussi très important aussi de le faire. L'archipel nourricier nous suit en fait ce qu'on appelle une rivière comestible, qui est en fait un corridor vert. Et l'idée, en fait, dans le projet, je pense que c'est peut-être la plus belle idée, ou le fait de se nourrir en fruits, etc., c'est de voir comment nos propres espaces s'articulent et créent effectivement un effet de continuum écologique avec cet ancien calais minier qui a été renaturé et qui fait une espèce de coulée verte à l'intérieur de l'agglomération. Donc moi, je pense que c'est ça qui est vraiment... voilà, je voulais insister sur ces choses essentielles. Sur le terrain, nous sommes là pour faire de la transgression, si nécessaire. Si, c'est pour répondre à... Tout à l'heure, on se dit, est-ce que c'est possible? C'est pas possible, c'est dur. La manne, c'est pour ce qui n'a pas de prix. Le problème, c'est que la manne, quand vous engagez des gens pour ce qui n'a pas de prix, vous allez retrouver quelqu'un qui va vous dire, mais c'est du travail au moins ce que vous faites. C'est pas légal. En même temps, vous allez avoir des contreparties financières, vous allez avoir des biens. La TVA, on fait comment? Bien sûr que nous transgressons. Alors, bien évidemment, on ne cherche pas la provoque pour la provoque, on se protège. Pas le temps d'expliquer, mais c'est surtout la peste qui nous a aidé à nous protéger. Par contre, on rend les choses possibles. Voilà. Et c'est ça, je pense, le bel enjeu véritable des tiers-lieux, avec cet élément, je pense, de valeur qui est la conscience de notre interdépendance, qui va au-delà des communautés. Alors, tac, tac, tac. Noémie, je rapproche le micro et Noémie s'engage à hurler. Enfin, comme là. Voilà. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Dominique parce que ça m'inspire. Cette notion d'interdépendance, en fait, c'est vraiment ça. L'interdépendance, c'est le niveau, pour moi, enfin,
dans le cycle un peu de la psychologie, on passe de la fusion à la dépendance, et puis à l'indépendance, et puis à l'interdépendance. Et en fait, à ce moment-là, c'est là où on peut se dire, OK, on est libre. Et en fait, où on respecte chacun dans sa diversité. Et je crois que c'est pour ça que ce terme, il définit bien, parce qu'il y a des attentes, il y a des besoins de nous, de la nature, des animaux, et puis il y a des propositions. Et au final, on a toujours la sensation que l'humain, il va avoir toujours une proposition parce qu'en fait, on parle. Et j'ai l'impression que la question de l'attention, elle est vraiment intéressante parce qu'il y a peut-être des propositions qu'on n'entend pas. Et je crois qu'on n'est plus habitué à les entendre. Et voilà pourquoi il me plaît bien, ce terme d'interdépendance, voire de codépendance. Alors, je vais réagir à propos de mon point de vue de promoteur parmi d'autres de la ferme urbaine du Trichon. La question que tu posais, Mélia, autour de la propriété, que ce n'est pas juste un truc pour faire joli à un moment et après on reprend business as usual, les espaces en ville. Moi, je crois que ça pose très clairement la question des communs, c'est-à-dire que comment on fait dans le dialogue avec les institutions. Par exemple, chez nous, c'est la MEL qui est propriétaire de cet espace-là. Donc, avec un certain service de la MEL, on travaille, celui qui est chargé de la politique, comment on appelle ça, la politique urbaine, l'ANRU, c'est l'agence nationale de voilà, celui qui est chargé de la rénovation urbaine, comprend, c'est intéressant, on va rénover le territoire. Mais après, il va falloir qu'on parle avec le service immobilier, qui lui est payé pour maximiser les effets de propriété. C'est-à-dire, si je vends, je demande un certain prix. Si on est là-dedans, d'abord, on n'y arrivera pas économiquement à acheter ce truc-là au prix où il achète, où ils le vendent d'habitude, où la collectivité le vend d'habitude aux promoteurs immobiliers. Et puis en plus, c'est vrai que ce n'est pas très garant de quelque chose de pérenne. Donc il y a quelque chose à inventer. Alors facilement, on peut penser aux bails antibiotiques assez longs. Après, il y a d'autres formes à imaginer qui nous prémunissent pas de toutes les dérives, mais comme des sites. Les statuts ne protègent pas de tout, mais des endroits où précisément il va y avoir discussion. Et c'est là que je rebondirai sur les valeurs évoquées tout à l'heure. Romain, moi je crois que ce qui est intéressant dans les tiers-lieux, dans notre appel, etc., c'est de se colter à la question du conflit, à la question de la rivalité. Si on reprend la Bible, Abel et Caïn, l'autre a un truc que j'aimerais bien avoir, sans avoir commis d'injustice pour l'avoir, et quand même ça me donne une envie viscérale de le tuer. La question de la jalousie, la question de tout ça qui nous traverse absolument tous, et la question du pouvoir, d'accaparer le pouvoir, tout ça nous traverse tous, et je crois que, moi c'est ce qui m'intéresse, et on est aussi traversé par des difficultés concrètement dans ce que je fais là, à 1 kilomètre d'ici avec d'autres, c'est comment on trouve les méthodes pour travailler les différents. Des méthodes avec des tiers, garants, qui à un moment donné se mettent dans une posture de faire de la coopération, ça ne vient pas d'un coup. Ce n'est pas parce qu'on décide qu'on est dans la coopération. Il faut traiter ce qu'on arrive à transformer. Je dirais qu'il faut arriver à transformer, y compris les relations de conflit interpersonnels, en situation qu'on va traiter politiquement, c'est-à-dire ensemble, en acceptant qu'il est normal d'être en conflit, mais qu'on va se donner comme règle d'essayer de déplier le conflit. Voilà. Et pas d'imposer. C'est ce qui nous sort aussi des décisions à la majorité. On avance, voilà. C'est extrêmement compliqué, mais c'est, je dirais que si un tiers, moi c'est ce qui m'intéresse dans les tiers-lieux, et c'est ce qui nous amène à la question de la propriété de la terre, si ça redevient un commun comme avant les enclosures, comment on les gère et comment sont arbitrés les conflits d'usage, etc. Donc moi je dirais que les valeurs, elles sont avant tout là-dessus, et donc extrêmement anthropologiques et spirituelles au final. Déménager les urbains à la campagne, peut-être qu'on n'aura pas le choix au bout d'un moment. Voilà. Et combien de personnes on peut nourrir sur l'expérience de la ferme urbaine Trichon, on vise entre 200 et 250 personnes. Comment on a trouvé ça? Parce qu'à Bruxelles, il y a un truc qui s'appelle la ferme des Champs d'Écailles, qui ils ont combien? Ils ont 2 hectares, et ils sont 3 maraîchers, et ils nourrissent 350 personnes. Mais attention, on les nourrit en légumes, on ne les nourrit pas en protéines végétales, et à peine en protéines animales. Donc tout ça ne passe pas sans une reconnexion étroite, d'abord sans changer notre modèle alimentaire, et sans une reconnexion étroite avec des gens
dont c'est le métier. Mais pour moi, les fermes urbaines, etc., c'est à la fois des totems. Enfin, ça doit être vraiment des lieux de production, des lieux où on s'y colle, des lieux où on partage, etc. Mais c'est aussi des totems d'un changement du modèle alimentaire. Et je terminerai peut-être sur moi la dimension dans les valeurs aussi. Enfin, moi, ce qui me semble spécialement intéressant dans ce que dit Baptiste Morisot, c'est vraiment, enfin, en tout cas, ça fonctionne comme ça chez moi. J'ai entendu que ça résonnait chez d'autres, mais cette façon de sortir effectivement de cette dialectique de est-ce que je t'exploite, et si j'arrête de t'exploiter, je te sanctifie. C'est-à-dire, je deviens archi-vegan d'un coup, manger de la viande, ça devient le dernier des péchés, ou c'est ça, etc. Il y a les peuples premiers, etc., mangent de la viande, cultivent la nature, ça fait dessus. C'est juste un rapport d'égard aux autres, d'une certaine sagesse dans les prélèvements, d'une façon de traiter les gens, les animaux, qui est différente. Et vous avez compris, je vous invite à lire le bouquin de Morisot, parce que moi, il y a un côté vraiment magique dans ce qu'il dit. Comment on fait pour considérer le reste du vivant comme des formes d'intelligence dont nous sommes issus, finalement? Nous sommes juste le bout de l'évolution, à ce stade, hein, mais pas forcément au-dessus. Et lui, il piste des loups dans son truc très concret. Hein, il ne fait pas que penser dans sa tour, comme dirait l'autre. Il piste des loups dans le Vercors. Et il observe chez les loups comment il y a des comportements qui ne sont pas humains, mais qui sont des comportements d'intelligence. Et même, à force de les suivre, il a appris à hurler. Et donc, il hurle et il regarde comment ils répondent. À quel moment ils vont répondre et ils vont s'arrêter de répondre. Et le lendemain, quand il a hurlé, il va regarder dans la neige avec ses camarades comment les loups ont tourné autour des humains qui faisaient du bruit, comment ils se sont comportés, etc. Et dans les traces, on lit, dans les traces où... Alors, je ne savais pas ça, mais les loups, après, vous avez compris que ça m'a un peu tapé à l'enthousiasme, ce truc, après je vais arrêter. Mais les loups, quand ils marchent en file indienne, et ils marchent tous dans les pas les uns des autres. Il n'y a pas 36, comme si nous on marche en maths, tu as des tas, il y a 5 personnes, toutes les machins. Eux, ils font une trace unique. Et à certains moments, certains sortent. Et lui, il arrive à déterminer en observant que c'est soit une loupe, soit des louveteaux qui gambadent un peu et qui vont réintégrer la file. Et donc, il apprend à lire de l'intelligence, du comportement, des réactions, de l'affection entre les animaux à partir de leur observation. C'est donc une autre façon de les observer que la simple fascination au Walt Disney ou le fait qu'il pose problème en termes d'élevage. Il y a quelque chose comme ça. Et moi, comme vous avez remarqué, il n'y a pas de loup, pas encore à Roubaix, mais les colomboles, les némopodes, les cafards, les vers de terre, etc., qui composent le sol, et il y a plus de biodiversité dans le sol qu'à l'extérieur, que sur le sol. C'est un peu mes loups à moi. Enfin, j'en suis loin de les comprendre, mais c'est ce que j'ai envie de comprendre, envie de découvrir avec les scientifiques qui bossent avec nous, avec des écologues qu'on a trouvés. J'ai envie, et ça m'ouvre un champ des possibles qui me sort un peu de la désespérance, quand même, les nouvelles qu'on a globalement du climat, de la biodiversité, de l'évolution politique, du virus. Bon, à un moment, il faut... voilà, moi, ça m'ouvre des choses qui m'émerveillent un peu, et voilà, je trouve que ce n'est pas le luxe. Pierre, tu avais même mis des photos de... Oui, j'avais mis, alors ça, c'est un hémopode, un tout petit verre. Après, il y a quoi? C'est un verre de terre, vous avez revu. Et après, je crois que j'avais mis une planche avec tous les habitants du sol, enfin une très grande partie, voilà, qui sont là. Épinglés sur la planche. Non, je veux bien que c'est un dessin. Et puis d'abord, épingler les gens, si on le fait avec égard, ça passe. Voilà. Bon, je ne sais pas si d'autres... Alors, Jean avait en tout cas, a partagé sur le chat on n'entend pas. alors, je ne sais pas s'il veut prendre Jean, la parole sur ça. Est-ce que tu peux rouvrir ton micro et nous dire ce que... Oui. Il a partagé un outil qui s'appelle le plan alimentaire territorial et qui pourrait être l'occasion pour les habitants. Ce n'est pas le plan alimentaire territorial. Le plan alimentaire territorial, c'est ce qui va après potentiellement comme outil dont on peut se saisir vis-à-vis des élus locaux. C'est un calculateur de résilience alimentaire qui vient d'être fait par des gens, un collectif de développeurs et de passionnés d'alimentation en circuit court. Ça s'appelle Cratère/Résilience. Donc, je vais vous le partager. Je vais vous l'ouvrir et vous allez voir que ce truc est assez hallucinant parce qu'il est fait sur le principe des systèmes d'open data et d'analyse. Attendez que j'aille partager mon écran. Voilà, partager.
et je vais aller chercher le cratère. Voilà. Donc là, j'ai choisi la commune de Moulins-sous-Touvent, qui est à côté de chez nous. Mais je pourrais prendre n'importe quelle commune de France. Je vais prendre, je ne sais pas moi, Compiègne. Il va tout de suite vous analyser. Et Compiègne, c'est critique. Hein, c'est une des 10 dernières villes en autonomie alimentaire. La communauté d'agglomération de Compiègne, c'est de la Basse-Autonne. On est vraiment dans un truc qui est catastrophique en termes de résilience. Ce qui veut dire que Compiègne est condamné à coopérer avec son environnement et pas à dominer son environnement, mais à coopérer pour obtenir de communes comme Moulins-sous-Touvent, par exemple, un changement de ses pratiques et pour arrêter à Moulins-sous-Touvent, qui est à peu près une demi-heure de Compiègne, je vais prendre Moulins-sous-Touvent, de faire principalement de la culture exportatrice. Il y a à Moulins-sous-Touvent 213 habitants, il y a 1817 hectares, il y a 1372 hectares de terres agricoles. Vous voyez que c'est quand même un espace de terre agricole massif, ce village. Et on est à 6 sur 10 pour la suffisance de la production. Par contre, les pratiques agricoles, on est à 1 sur 10. La population agricole, on est à 0 sur 10. Et le foncier, on est à 10 sur 10. Donc, on voit que les territoires, dans la perspective d'une résilience alimentaire, sont condamnés à coopérer via des plans qui sont entre les mains des élus locaux aujourd'hui. Et ce qu'il faut dire, c'est que les élus locaux aujourd'hui, ils ne parlent pas beaucoup d'agriculture. Hein. Ils laissent un peu l'agriculture entre les mains des traditionnels, c'est-à-dire les chambres, le ministère, et qu'aujourd'hui, tout le territoire doit se saisir de la question alimentaire et agricole, et que ça se fera à travers des outils de démocratie participative et des outils analytiques comme cet outil qui a été fait par un collectif de gens. Voilà, je voulais juste dire ça. Merci Jean. D'autres... Et arrêtez mon partage d'écran. Voilà, c'est bon. Merci en tout cas de m'avoir laissé un peu de temps pour parler de ça. Merci à toi. La démarche de cratère, elle est très intéressante. Hein. Après, soit on est encore dans cette logique action-réaction, et on se dit, ben voilà, Compiègne, waouh, sur l'autonomie alimentaire, on est loin. Mais c'est quoi l'autonomie? Au sens où on l'a expliqué, du sens des interdépendances. Est-ce que c'est que la ville, elle s'organise pour s'autosuffire? Est-ce qu'elle va produire des tours maraîchères pour cela? Est-ce qu'elle va mettre des tubes partout pour produire dans les tubes? Et puis s'apercevoir que finalement, on reste toujours très interdépendant d'endroits où on va cultiver des céréales, pratiquer de l'élevage, que sais-je encore. Donc quand on parle d'alliance, quand on parle de lieux de médiation, quand on parle de lieux d'intermédiation, d'où, parce qu'ils sont d'où? On a bien compris depuis tout à l'heure, on n'est pas en train de parler de rapports de force violents. On va convoquer les gens pour s'expliquer. On est là pour essayer de se rejoindre sur ce qu'on peut avoir d'émerveillement commun. Et moi, je suis convaincu que c'est possible dès qu'on est débarrassé des oripeaux protectionnistes, notamment, en l'occurrence, dans le monde agricole, c'est effectivement les chambres consulaires, etc., qui organisent, dès que vous dites le mot bio, vous dites bio. Vous ne faites pas l'apologie de la bio. Vous dites le mot bio, il y a un type qui vient tout de suite derrière pour dire qu'il ne faut pas opposer les systèmes. Est-ce que vous avez opposé les systèmes? Vous ne savez pas. Mais il y a effectivement une posture qui vise à ça. Maintenant, je vais voir ce qui se passe à Los Angeles. À Los Angeles, qu'est-ce qu'on fait? On s'est intéressé aux agriculteurs. Ils n'étaient pas des agriculteurs tous biologiques, on s'en fout. On a essayé de parler effectivement de la technique agricole. Et les agriculteurs, quoi qu'on en dise et qu'on en pense, ils restent passionnés sur leur métier pour la plupart. Et c'est bien évidemment là-dessus qu'on a fait tiers-lieu. C'est là-dessus qu'on a fait la rencontre. Et c'est là-dessus qu'on a pu amener des agriculteurs tout à fait conventionnels à se poser la question du coup de dire par passion, mais alors comment vous faites pour les fumures dans la bio? Eh bien viens, on va en discuter avec un agriculteur bio qui va au bord du champ, en dépassant tout ce qui peut être conflictuel, etc., s'intéresser jusqu'à la passion première de l'agriculteur, qui à un moment donné passe de son truc d'exploitant, amoureux de la terre, qui en a fait son métier. Vous voyez? Et qui est plus prisonnier des contingences, des prêts, du candidaton du voisin, agriculteur, etc. Voilà. Donc je pense que c'est possible. Je pense qu'il faut y croire. Je pense que ça prendra du temps. Mais les tiers-lieux, je pense qu'ils sont là pour faire possible. Ça veut dire que c'est dépasser une logique de concurrence ou de conflit. Moi, on ne fait pas de tiers-lieu pour je pense. Enfin, après, je vous dis, c'est une attitude, hein, c'est une posture que l'on prend. Mais on est là plutôt sur des logiques où on rassemble les gens. On est là sur des logiques où on rassemble même au-delà d'une communauté de proximité. On est là pour aussi casser
les façons archaïques qu'on peut avoir, y compris en ville, d'imaginer comment demain on va régler ce problème, effectivement, qu'on voit une fois qu'on tape sur critère ma ville, voilà ce que ça donne, de voir quelle intelligence de relations, on parlait souvent de relations ville-campagne, hein, voilà. Bah, tout ça nécessite d'être réinventé. Tout ça est ignoblement d'actualité vu les pressions qu'on a aujourd'hui. Tout ça, effectivement, il faut qu'on l'aborde. Et les tiers-lieux, je pense, sont là aussi pour ça. C'est des choses qu'on fait, ouais. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on fait. Du coup, on peut en parler un petit peu, Dominique. Enfin, Tout à c'est fait. ce qu'on envisage de faire. En tout cas, le lien ville-campagne, il est effectivement crucial. Et le lien entre ces places, finalement, qui font vivre une alimentation plus durable. Alors, j'utilise volontairement le terme durable hein, parce que je trouve qu'il y a un peu moins, effectivement, d'exclusion dans ce terme. En tout cas, on encourage toutes les pratiques, en tout cas, qui vont dans le sens d'une évolution. On parle de transition. Transition, c'est un temps long. Donc, effectivement, on est dans une dynamique d'accompagnement plutôt que de taper sur la tête. Et finalement, l'intérêt qu'on a aujourd'hui, c'est de s'interconnecter même entre lieux, finalement, pour partager, pour mutualiser ce qu'on sait faire, pour partager ce qu'on ne sait pas faire, et puis pour se dire, ben, on va faire mieux ensemble. Et c'est tout l'intérêt de ce qu'on a envie de faire, nous, en tout cas avec le Ménadel et avec d'autres, et avec certainement des fermes urbaines aussi. Venez à la campagne. Nous, on a certainement à apprendre aussi de ce qui se fait en agriculture urbaine. Et puis, surtout, développons des lieux où une agriculture plus respectueuse de l'environnement et une alimentation durable peut être mieux définie. Et puis, surtout, que les gens, ils la vivent. On n'en parle pas juste, mais qu'on la vive. Et pour la vivre, il faut que ça se passe à côté de nous. Et donc, on a cette idée qui vient de Dominique, qui est de les placer à vivre, et donc qui va permettre ça de donc, vivre avec un S, t'en parleras mieux, Dominique. Place à vivre avec un S. Qui du coup, va permettre aux gens de se réapproprier ces questions. Qu'est-ce qu'on risque à ne pas faire ça, à votre avis? Qu'est-ce qu'on risque à ne pas penser les interdépendances et à plutôt essayer de faire émerger des projets sans qu'il y ait forcément d'interconnexion? Bah, franchement, déjà, on ne sera pas crédible parce qu'on va répéter des choses ou essayer avec l'innocence de se dire qu'on est des nouveaux, en fait, et qu'en fait, on fait juste répéter quelque chose qui peut parfaitement être essaimé et réadapté. Et puis surtout, ce qu'on risque, c'est de passer à côté d'une production vraiment éthique. Je pense que là, il y a quelque chose à faire ensemble et encore une fois, avec la nature, le fait de produire quelque chose qui soit durable et qui, pour aller vers ce modèle de résilience. Je pense que si on ne fait pas ça, on n'accède pas au rang de la résilience. Un mot sur Place à vivre? Juste un tout petit, du coup, pour expliquer Place et vivre, pourquoi on l'a choisi, et parce qu'on ne peut pas tout expliquer, on a du temps. Mais dans l'idée de Place, il y a l'idée d'atténuer le phénomène un peu 4 murs. Vous voyez, dans 4 murs, on va toujours chez les 4 murs d'un autre. On est plus ou moins à l'aise selon qu'on soit dans son domicile ou qu'on joue hors domicile. Donc l'idée de Place à vivre, elle porte déjà dans sa symbolique l'idée des lieux de rencontre. Hein. Du temps des Romains, on appelait ça les mécélums, etc., où en fait les agriculteurs, les gens des campagnes venaient avec leurs produits, rencontraient les citadins pour échanger, pour être en altérité, pour être en relation. Donc il y a l'idée effectivement de renouer avec cette forme un petit peu ancienne, pluriséculaire, dénuer des murs, même si on parle souvent de lieux repères, souvent avec des murs, d'essayer d'atténuer l'effet effectivement des murs de ce qu'ils peuvent avoir un peu comme côté bastion, vous voyez ce que je veux dire, hein, renfort, hein, de quoi, d'une idée, contre qui, voilà, on peut vraiment s'interroger sur la symbolique aussi des mots de ce point de vue-là, et de voir comment, à un moment donné, on met en commun toutes les ressources, toutes les vivres. Les uns savoir cuisiner, les autres savoir jardiner, les autres encore savoir amener des débouchés à leurs produits qu'ils essayent, qui sont le produit d'une attention et qui malheureusement ne sont pas assez encore bien connus, alors qu'il y a beaucoup d'attention qui a été faite dans la production du produit. En tout cas, les produits, dès lors qu'effectivement on les conduit dans des conditions de production vertueuses avec tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, en ingradant les sols plutôt qu'en les dégradant. On a cette chance dans l'agriculture, contre beaucoup d'autres actions économiques, de pouvoir les supports, les milieux qu'on va utiliser, on va exploiter, de pouvoir les améliorer. Ce n'est pas une fatalité de les dégrader parce que l'homme y est intervenu. Vous
voyez. Donc, les places à vivre, l'enjeu, c'est tout ça, effectivement, ce qui va jouer. Et l'idée, c'est au moins à l'échelle du département du Pas-de-Calais, peut-être avec la compagnie des Thierry à l'échelle régionale, d'arriver effectivement à avoir cette capacité de mise en relation sur tout le département. Au nord, avec les pétroliers alimentaires, un peu plus au sud, avec Noémie, Lafilippe et Germoire, et puis nous, un peu au centre, cœur de bassin minier, et dans une relation intelligente, vous l'avez bien compris. Il y a une expérience de campagne, une expérience de la ville, dont les réunit. Ok, merci. Est-ce que on a épuisé les envies de participation, de réaction de chacun et de chacune? On dirait que oui. Non. Ouais, un peu ramassé. Un peu court, je veux dire. Ouais. Court et fort. Hier, il y a la ministre qui disait qu'elle avait été dans la Creuse et qu'elle avait vu plein de projets en milieu rural qui étaient fédérateurs, qui créaient de la vie sur les territoires, et qu'il y a pas mal de néo-ruraux en Creuse, et que ce serait intéressant de voir qui est à l'origine de ces projets. J'imagine bien que c'est des projets où il y a pas mal de néo-ruraux et qu'en fait, aussi bien les gens de la ville qu'en vient de vivre à la campagne, mais aussi bien, enfin moi je vis à la campagne, et moi je viens souvent à la ville pour l'aspect culturel et social qui est beaucoup plus simple d'accès, et qu'en milieu rural, il y a un besoin de socialisation et d'accès à la culture, et un mélange peut être que bénéfique pour l'aspect énergétique au milieu rural, de cette énergie, de cette intelligence qui est différente. Ok, merci. Alors, là, je vais dire des trucs, je remercie, mais ça ne veut pas dire partez, parce qu'après, on va faire une photo. La compagnie des Thierry, on va faire une photo, donc on se mettra tous là-bas, comme ça, je ne sais pas, celui ou celle qui fera la photo nous dira comment nous mettre. Je voudrais dire merci à Emmanuel, qui a assuré le poste d'anglais entre les différents supports. Alors, j'ai vu quelques problèmes de son, ce n'était pas forcément idéal, mais c'est vrai qu'on a été un peu pris de court par les contraintes sanitaires, comme on dit, par cette petite forme de vivant qui est là, qui s'appelle un virus. Et remercier aussi les équipes de la condition publique qui nous accueillent, qui font le job, la compagnie de tiers-lieux, et puis vous, je pense qu'on peut s'applaudir, nous, collectivement. Bravo! Alors, j'ai enregistré, il y a un enregistrement de non, mais au cas où il y a des gens qui sont un peu frustrés. Non, c'est pas moi qui fais la photo. On va, alors, au niveau de... Donc, attendez, je vais juste prendre l'enregistrement.